Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'été, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Olivier, merci d'être là. Olivier Guillet avec nous. Bonjour tout le monde. Florence Lamoureux, bien sûr, comme d'habitude. Emma, notre stagiaire. Sébastien, Maxime, merci à vous tous qui nous écoutez. On a beaucoup de choses à vous proposer pour cet après-midi. Bien sûr, on va revenir sur le Canadien, parce que d'ailleurs, notre collègue du Journal de Québec et Journal de Montréal, Jean-Nicolas Blanchet, va nous dire pourquoi bien des gens, bien des experts pensent que le Canadien n'a aucune chance contre le Hurricane de la Caroline. Ça nous fait quand même un petit quelque chose de voir ça. Mais remarquez que hier, Serge Savard, si vous étiez à l'écoute, nous a dit qu'il privilégiait quand même le CH. Il l'a dit en 6 ou en 7? Je pense qu'il a dit en 6. Il a dit 6 ou 7. C'est ça. Il a dit 6 ou 7. Mais on sentait dans sa voix que, bon, il y avait comme, tu sais, c'était un peu le cœur qui parlait. Même s'il est en général rationnel, Serge Savard, je pense que... Enfin, nous, ici, à cette émission, on peut dire que nous pensons que c'est le Canadien qui va la remporter, mais on veut rien. On veut rien, non, on touche du bois pas. Toujours. Oui, on veut rien influencer négativement. Il rappelait hier que Lane Hudson était le facteur qui pourrait influencer la victoire du côté, en fait, des Canadiens de Montréal. Voilà, mais on va revenir là-dessus parce qu'on veut avoir votre opinion là-dessus. Il y a aussi une nouvelle, moi, qui m'a fait beaucoup réagir, c'est que, savez-vous que ça va coûter entre 1 et 2 milliards de dollars aux contribuables canadiens pour accueillir les 13 matchs de la Coupe du monde de la FIFA? 1 à 2 milliards de dollars. C'est des chiffres qui sont sortis aujourd'hui. Il y a tout juste moi qui trouve que ça n'a juste pas de bon sens. Surtout que nous, ici, à Montréal, vous savez, on n'aura pas de match de la Coupe du monde. Il n'y en aura pas au Québec, ce qui fait que on va se trouver à payer une partie de cet argent-là. On aura la Fédération des contribuables là-dessus, puis je pense que vous allez être nombreux à vouloir réagir. Plein d'autres choses également. On va parler tout à l'heure à la ministre de l'Environnement, Pascale Derry, parce que il y a un effort qui est fait du gouvernement actuel pour essayer de faire baisser la facture d'électricité de certains locataires. Elle va tout nous expliquer là-dessus. Et puis, vous savez que le compte à rebours est commencé aussi pour les médecins de famille. Là, ils ont jusqu'au 30 juin pour inscrire des nouveaux patients s'ils veulent toucher leur fameuse bonification qui fait partie de cette fameuse entente qui a été conclue entre Québec et ses médecins de famille. Donc, 500 000 nouveaux patients d'ici le 30 juin. Mais ça a l'air qu'il y a des patients plus payants que d'autres, et c'est ceux-là que les médecins de famille veulent avoir en ce moment, au détriment d'autres moins payants. On va tout vous expliquer ça. Qu'est-ce qu'un patient payant et qu'est-ce qu'un patient moins payant pour un médecin de famille? On a avec nous le président du Collège des médecins, le docteur Maurice Gaudreault. Bonjour, docteur Gaudreault. Bonjour, Madame Maréchal. Bonjour. Vous aviez déjà réagi à tout ça, en fait, début avril, parce que vous souleviez un peu l'enjeu éthique. Vous aviez des préoccupations parce que vous avez vu se venir un peu le fait qu'il y ait des patients qui allaient être considérés plus payants que d'autres aux yeux des médecins. Essayez de nous expliquer ça un peu pour que tout le monde comprenne bien parmi nos auditeurs. Écoutez, vous savez que notre mission, c'est de protéger le public en veillant à une médecine de qualité. Et l'entente qui avait été signée entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement en décembre dernier, après études et examens, nous apparaissait ne pas favoriser une médecine de qualité. Nous avons été interpellés par des médecins qui assument le poste de directeur des départements territoriaux de médecine de famille, qui étaient mal à l'aise avec un mot d'ordre qu'ils avaient reçu de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec à l'effet de favoriser plus des patients inscrits collectivement que des patients individuels, de l'inscription individuelle. Et il y avait là-dedans un biais financier qui nous apparaissait important à l'effet que pour favoriser l'inscription collective, la rémunération était supérieure à celle qui s'adressait à des inscriptions individuelles. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une sortie en avril dernier pour interpeller nos partenaires, que sont, bien sûr, on a interpellé Mme Bélanger comme ministre de la Santé et évidemment la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour revoir ça et les interpeller et les alarmer. Okay.
Et qu'est-ce qui vous à l'effet que peut-être que cela avait été... Et on a vu par la suite, parce que oui, on a parlé à Mme Bélanger, oui, on a parlé avec la FMOQ qu'on les a rencontrés par la suite, et je pense qu'il y a là, par la suite, il y a eu une correction, si je puis dire, pour faire en sorte que les patients vulnérables, inscrits individuellement, soient favorisés par rapport à l'inscription collective. Donc, je pense que là, il y avait là un élément qui peut-être, je dirais pas passé inaperçu, mais pour lequel je pense qu'on n'avait pas mis assez d'attention. Parce que là, il faut bien expliquer, Dr Gaudreault, il faut bien expliquer là, au public, c'est quoi ce qu'on appelle un patient, parce qu'il y a beaucoup de patients orphelins là-dedans qui vont se trouver à faire les frais de tout ça. Alors, c'est quoi un patient inscrit collectivement versus ce qu'on appelle une inscription individuelle ou ce que le syndicat de médecins, la FMOQ, appelle les orphelins purs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais eu de médecin de famille de leur vie versus ceux qui sont déjà inscrits à un groupe de médecins de famille sans avoir un médecin de famille, là. Comme chez nous, entre autres, là, on est inscrit à un GMF, mais il y a beaucoup de gens comme ça là, qui sont inscrits à un GMF, mais ils n'ont pas forcément le même médecin. Donc, des fois, ça nous amène à voir un médecin une journée, la semaine d'après, ça peut être un autre médecin, la semaine d'après, un autre. C'est pas forcément le même suivi. C'est juste le même lieu, mais c'est pas forcément le même suivi médical. Sauf que un orphelin pur, quelqu'un qui a jamais eu de médecin de famille et qui a jamais été inscrit à un GMF, c'est plus intéressant pour un médecin de famille de l'inscrire parce que c'est plus payant. On parle d'un paiement forfaitaire supplémentaire de 232 $. C'est 231,75 exactement pour un patient individuel. Alors que c'est 100 $ pour celui qui appartient à un GMF. C'est bien ça? C'est les bons chiffres? Oui. En fait, la priorité d'accès là, découle de cette entente-là était teintée, je dirais, d'un biais financier à l'effet qu'on pouvait favoriser l'inscription collective au détriment de l'inscription individuelle. Et nous, ça nous a particulièrement inquiétés, ça nous a interpellés. Et pour nous, et c'est très clair dans le Code de déontologie des médecins du Québec, à l'effet que la priorité d'accès aux soins de tout patient doit être uniquement dictée par des critères de nécessité médicale. Donc, il faut favoriser, et c'est ça que nous avons dit, et ça se corrige, hein. Je veux pas alarmer la population aujourd'hui, puis les gens qui nous écoutent, là, mais suite à notre sortie, ils se sont parlé, ça se corrige de plus en plus rapidement, avec Santé Québec également, avec lesquels nous avons eu des discussions ce matin, mais la situation se corrige. Malheureusement, il y a eu pendant quelques mois un espèce de flottement à ce sujet-là, ce dont nous discutons depuis quelques minutes. Mais je pense que tout cela, c'est en train de se corriger et je voudrais pas que les patients soient inquiets. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui s'attellent à corriger la situation et faire en sorte que les patients qui sont vulnérables soient vraiment pris en charge. Et non pas collectivement, mais individuellement par un médecin de famille. Parce que là, on a le cas d'une dame ce matin dans les journaux, où Chantal Lachance, qui a 49 ans, elle a été opérée 2 fois au cerveau l'automne dernier. Elle faisait des hémorragies cérébrales chroniques. Elle souffre depuis d'hémiplégie, c'est-à-dire elle a tout le côté droit paralysé. Évidemment, on s'imagine que cette dame a un médecin de famille attitré. Eh bien non. Elle n'a pas de médecin de famille. Elle fait partie de ce que je comprends. Elle fait partie d'un GMF. Elle est affiliée à un GMF depuis 2 ans, mais toujours en attente d'un médecin de famille. Oui. Fait qu'en théorie, cette dame-là, qui est considérée patiente vulnérable, c'est pas une priorité pour les 500 000 nouvelles inscriptions aux yeux des omnipraticiens. Et j'aimerais beaucoup que les gens réagissent. Olivier? Oui, vous pouvez nous appeler au 1-877-727-2346, 1-87-CUBE Radio. On a déjà une auditrice qui va un peu dans ce sens-là, Janine de Québec. Elle dit, médecin de famille? Bien sûr que non, j'en ai pas. Je me soigne de mon mieux. Prédiabétique, haute pression, antidépresseur, cholestérol. J'ai 67 ans, toujours au travail. Arthrose, et elle en passe. Elle dit, j'étudie la médecine pour pouvoir prendre soin de moi toute seule. C'est fou. Ça en dit long, ça. C'est incroyable. Docteur Gaudreault, vous avez parlé à la ministre de la Santé. Là, ce matin, vous étiez en lien avec Santé Québec. Que dit Santé Québec de cette situation? Parce que je comprends que vous dites, vous voulez pas alarmer les gens, mais d'une certaine façon, c'est inquiétant parce que ça fait partie de l'entente. C'est une des conditions. Oui. 1 demi-million de Québécois qui doivent être inscrits d'ici la fin juin.
Mais là, c'est qu'on fait du pick and choose. Vous me permettrez l'expression, mais ça veut bien dire qu'on choisit les patients qu'on veut bien prendre, puis les autres, les plus vulnérables, ceux qui vont nécessiter, mais qui sont moins payants, entre guillemets, ceux-là, ils vont attendre encore. Là. Fait que c'est comme si on manquait le coche là ici. Là. Ben écoutez, là, moi, je ne suis pas le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Là, je préside de l'organisation qui est le Collège des médecins, qui est là pour encadrer la pratique. Et ce que nous avons fait au cours des dernières semaines vise à corriger la situation. Ça nous apparaissait ne pas être en faveur d'une médecine de qualité. La situation semble se corriger. Ça veut dire quoi, ça semble se corriger? Est-ce qu'ils vous ont donné des chiffres? Est-ce qu'ils vous ont donné des chiffres? Oui, en fait, on nous dit qu'il y a de plus en plus de patients vulnérables qui sont inscrits individuellement à un médecin de famille. Voilà, ça fait que il faut donner le temps à Santé Québec notamment de corriger la situation. Ça semble être dans la bonne direction. Mais encore là, moi je suis là pour s'assurer que la pratique médicale soit de qualité, et il me semble qu'avec ce qu'on est en train de faire pour corriger la situation, ça me semble être le cas. Ouais. Là, vous avez comment? Avez-vous peur qui vous renvoie un mémo pour dire que vous faites de l'ingérence? Parce que là, au début, vous étiez inquiet, puis là, vous êtes en train de virer comme vous pensez que ça va se résorber. Moi, j'ai pas de données, là. C'est pour ça que je sais pas si vous en avez, là, pour pouvoir dire ça. Moi, l'organisation que j'ai le privilège de présider, on est confiant que la situation s'améliore et va dans le sens de nos préoccupations. Je pense qu'on a été entendu et que les changements s'opèrent. Je dis pas que tout le monde est pris en charge, puis je trouve ça malheureux pour la dame dont vous faites référence dans l'article de ce matin, pauvre elle, mais de plus en plus, à mon avis, les médecins de famille sont en train de corriger la situation. Mais vous n'avez aucune donnée, là, dans ce sens-là. Je veux juste préciser qu'on a demandé d'ailleurs d'avoir une entrevue également pour précision, là, justement pour avoir des données et avoir l'opinion de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, mais il n'était pas disponible. Donc, voilà. Nous avons Kim au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour ma fille. Ma fille a 30 ans. Elle est à Sherbrooke. Elle, ça fait plusieurs fois qu'elle a du sang dans ses selles. Elle n'a pas de médecin de famille. On la passe d'une clinique à une autre. Quand elle ne trouve pas de rendez-vous dans une clinique, elle va à l'hôpital. La dernière fois qu'elle est allée, ils ont fait des tests, scan, prise de sang, ils n'ont rien trouvé. Et puis la dernière, là, elle est allée il n'y a pas très longtemps. Puis le médecin à l'urgence n'a même pas voulu la voir parce qu'il a dit, bon, tant que votre sang n'est pas noir, on vous passe pas tant que ça reste rouge. Mais ma fille, elle prend tout en photo, elle prend tout en note. Elle a des douleurs. Elle a un petit garçon de 9 ans. Des fois, ça l'empêche d'aller quelque part parce qu'elle a tellement de crampes, mais elle n'a pas de médecin. Puis, il ne trouve pas ce qu'elle a. Et vous êtes à l'urgence, là. Et vous avez donc pas de médecin de famille. Vous n'êtes pas non plus inscrite, Kim, votre fille, là, à un groupe de médecins de famille. Il n'y a rien du tout, là. Mais pour vous, c'est... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, elle a appelé le 811 pour pouvoir essayer de trouver... avec eux un rendez-vous quelque part dans une clinique, puis lui ont demandé aujourd'hui, avez-vous un médecin de famille? Elle dit non. Elle dit, où est-ce que je suis dans la liste? J'en ai aucune idée. Fait que votre fille... Je vais voir un médecin, là. Elle a quel âge, votre fille? Ma fille a 30 ans. Oui, elle devrait être... de voir un médecin. Elle devrait être dans les 500 000 nouveaux inscrits, là, en théorie. Normalement. Oui. Et il n'y a aucun appel. Peut-être, je sais pas si Dr Gaudreault pourrait répondre pour Kim, là, à Kim plutôt, et pour le dossier de sa fille. Merci, Kim. Dans ce cas-ci, comment c'est supposé fonctionner, Dr Gaudreault? Parce que là, on a ici, cette mère nous appelle pour sa fille de 30 ans. Elle dit, là, y a-t-il quelqu'un qui va nous appeler? Pour elle, c'est l'urgence ou rien. Pas de médecin de famille, pas de GMF. Comment c'est supposé fonctionner? Les Québécois, là, ils attendent un appel ou il faut appeler nous-mêmes? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, d'après vous? Moi, c'est pas moi qui ai le plus familier. Je sais, vous n'êtes pas de la FMOQ, mais c'est vous qui êtes là. Non, je sais bien, mais... Oui, je le sais, mais je compatis avec la dame qui vient de vous appeler également.
elle peut toujours signaler sa situation au commissaire aux plaintes de l'établissement dans lequel elle a consulté. Dans chacun des établissements où il y a une urgence, il y a un commissaire aux plaintes. Elle peut signaler cet état de fait par rapport à cela, mais ça réglera pas nécessairement son problème. Donc, moi, j'espère ne pas entendre trop souvent des événements ou des situations comme celle qu'il nous a rapportées. C'est pour ça que de façon, oui, il y aura toujours des anecdotes par rapport à ça, puis c'est pas juste une anecdote. Mais là, c'est pas des un anecdotes, cas particulier pour elle, c'est il y a sûr. des anecdotes, il y en a plein les journaux tous les jours, Dr Gaudreau. C'est parce que je sais que vous n'êtes pas de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, puis vous nous avez dit, j'ai fait une sortie, j'ai eu on m'a rassuré, tant mieux si vous êtes rassuré. Mais je pense que les patients québécois le sont pas. Et je vous ramène quand même, vous l'avez dit vous-même, votre travail, c'est quand même de protéger le public à ce qu'il y ait cet accès à une médecine de qualité. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, je questionne l'accès à une médecine de qualité. Et je suis pas rassurée du tout. Quand je vous entends, je suis pas rassurée encore, là. Et nous allons la questionner aussi si les indicateurs ne sont pas à l'effet que ça s'améliore. Mais vous avez aucun maudit indicateur, Dr Gaudreau. Comment voulez-vous y arriver si vous n'êtes pas... Tu sais, ce qui se mesure se vérifie et vice-versa. Là, on n'est pas capable de... Ils vous disent, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. C'est tout ça qu'ils vous disent à la FMFQ ou à Santé Québec? Ils vous disent quoi? Pourquoi vous êtes rassurés aujourd'hui? Moi, je fais confiance aux partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont le gouvernement, le ministère de la Santé, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et Santé Québec. Et ces organisations-là nous disent que la situation s'améliore. Ah ben ça va bien là. Alors s'ils disent, on est correct. S'ils disent, c'est le dossier réglé. S'ils nous l'ont dit. Je leur fais confiance. Ben voyons, Dr Gaudreau, avec tous les problèmes qu'on a au Québec, c'est pas parce que Santé Québec dit que ça va bien aller ou que la FMQ va dire que ça va bien aller qu'on les croit sur parole. En tout cas, moi, je les crois plus sur parole. Je veux des données. Là, moi, je fais juste ça, avoir des gens là, qui nous écrivent. Là. On a d'ailleurs Alex au téléphone. Bonjour, Alex. Racontez-moi votre histoire. Vous, êtes-vous rassuré comme patient? Non, moi, en fait, j'ai un médecin de famille, mais le problème, c'est que je suis jamais capable de le voir. Exact. Il n'est pas disponible sur le site là, qu'on peut trouver un médecin là, parce que c'est toujours en dernière minute là, qu'on doit consulter. Fait que je vois toujours un médecin différent, comme si j'avais pas de médecin de famille. Puis, moi, je suis suivi par un médecin spécialiste là en psychiatrie, puis là ils veulent me fermer mon dossier parce qu'ils disent j'ai un médecin de famille, mais je dis oui j'ai un médecin de famille, mais j'ai pas de suivi adéquat, fait que ça me nuit quasiment d'avoir un médecin de famille au final. En ce moment vous avez raison, vous avez tout à fait raison, c'est un peu ça l'impression, c'est que finalement ceux qui sont orphelins purs, c'est-à-dire qui n'ont jamais été inscrits à une liste d'un GMF, sont pénalisés jusqu'à preuve du contraire par l'entente qui a été signée, par cet élément de l'entente qui a été signée avec la FMOQ et le gouvernement du Québec. Parce que là, si finalement, ça n'a juste pas de bon sens d'accepter que les patients purs soient plus payants que les patients sur GMF. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est sûr qu'on allait avoir cet écueil-là. Là. Alex, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Mais la dernière fois, j'ai pris rendez-vous en octobre. On a dit qu'on me rappellera en janvier. On m'a jamais rappelé là, pour voir mon médecin de famille. Fait que, ça donne quoi? On vous a dit, on vous rappelle, puis on vous a jamais rappelé? Non, on m'a pas rappelé. Puis, c'est pas la première fois. Puis moi, là, j'ai encore mon suivi avec mon médecin spécialiste. Fait que ça va pour le moment, mais je suis pas rassuré là, de me retrouver avec mon médecin de famille, là, qui en est pas vraiment un. Qu'il n'y en ait pas un, parce que j'imagine que c'est un groupe de médecins de famille. Des fois, ils sont 6, ils sont 10. Fait que sincèrement, moi, j'ai une de mes filles là, qui est en GMF. Elle n'a jamais le même médecin. Fait que, je sais pas vous, là, si vous me dites que vous avez même pas vous l'avez même pas vu. Fait que, je le vois, mais très, très rarement. C'est pour des situations qui doivent être
prévu d'avance parce que, tu sais, quand on a un besoin de voir un médecin... en général, c'est... Les jours suivants, je peux pas le voir. Complètement. Ben, écoutez, bon courage, Alex, bon courage. Docteur Mauriel Gaudreau, est président du Collège des médecins. Docteur Gaudreau, avez-vous encore du pouvoir par rapport à la FMOQ? Ben, écoutez, on ne peut pas parler de pouvoir, mais on a un pouvoir d'influence. Oui, on a un pouvoir d'influence. Et c'est ce pouvoir-là dont nous nous sommes servis au cours des dernières semaines pour participer à améliorer la situation. Écoutez, j'entends ça, hein, les gens qui vous parlent. Ça me préoccupe aussi. Merci d'ailleurs de m'avoir invité à participer à votre émission. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas capable de me dire, docteur Gaudreau, pourquoi vous êtes rassuré. Moi, si on veut me rassurer, on me dit, regarde, on n'en avait pas inscrit, on en avait 1000, je dis un chiffre comme ça, puis là, on a fait un effort, puis on a augmenté, puis on en a eu 2000 finalement. Vous comprenez? C'est comme, ça me prend des chiffres. Oui. Parce que sinon, comment pouvez-vous me dire aujourd'hui que vous êtes rassuré? Et ça va me prendre des chiffres aussi. Moi, si j'étais vous, j'aimerais beaucoup, peut-être, si je peux me permettre, rappeler Santé Québec, demander des chiffres, rappeler la FMOQ qui veut pas nous parler, puis demander-leur des chiffres. Mais moi, tant que j'ai pas de chiffres, sincèrement, je veux bien vous croire là, que vous êtes rassurés, mais on leur donnera... J'ai pas des chiffres à vous présenter là. Il y a des chiffres qui ont été présentés à l'organisation que je préside, qui me font dire que la situation s'améliore. Mais il y a encore des choses à faire. Mais, OK, il y a encore des choses à faire. Mais les avez-vous, ces chiffres-là, pour nous? On en est où, là? Il y a combien eu d'inscrits orphelins purs et combien eu d'inscrits GMF? J'ai pas ces chiffres-là au moment où on se parle. Bon, OK. Ben, écoutez, on se reparlera quand vous les aurez. Merci beaucoup, docteur Gaudreau. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. En passant, merci à vous, là. Et moi aussi, je favorise les Canadiens de Montréal. Bon, ben, tant mieux. Docteur Mauriel Gaudreau, président du Collège des médecins. On aimerait ça qu'il favorise les patients. Oui. Et ensuite, le Canadien de Montréal. Veux-tu un exemple assez... oh mon Dieu, sincèrement, je suis découragée. Je m'attendais pas à ça comme entrevue. Je pensais pas qu'on irait là. Je l'ai chanté. Tu sais, c'est comme, on va se le dire, on se dit les vraies affaires entre nous puis le public, là. Mais c'était pas ça. Il était supposé nous dire qu'il était inquiet puis que ça allait pas bien puis que les médecins omnipraticiens devaient... Finalement, c'est encore le statu quo puis tout est correct. Puis là, finalement, il est rassuré. Moi, je pense que M. Gaudreau, là... depuis que la Fédération des médecins spécialistes du Québec est tombée dessus, puis qui a demandé un vote de confiance, je pense que c'est ça qui est arrivé, tu comprends? Sa voix est moins forte. Juste te dire un petit témoignage, parce que c'est quelqu'un qui s'est libéré à nous, je pourrais dire ça ainsi. Quelqu'un dit « J'ai subi une laryngectomie ». Ça, c'est l'ablation chirurgicale partielle ou totale du larynx. Dans son cas, c'était complet. Toujours en rémission, on m'a référé à un groupe de médecins depuis mars. J'attends les résultats de prise de sang encore. Dû au fait que j'ai consulté le groupe en juillet l'an passé, il y a un médecin dans ma clinique de la Chine qui m'a refusé carrément de me prendre en charge à cause de ma situation. Parce qu'il dit, vous êtes un autre GMF? C'est ça. Parce qu'il y a déjà, qui n'est pas orphelin en soi. Je pense que c'est peut-être plus dans cette optique-là qu'elle nous mentionne ça, la personne. Mais là, ça veut dire que, mettons que tu vois une lettre dans ton courrier qui dit Santé Québec, puis que tu... Ouvrez pas ça. Ou alors, vous l'ouvrez. Non, si vous voyez que c'est une lettre qui dit, vous êtes inscrit à un GMF, touchez moi, pas. Je pense qu'il vaut mieux pas toucher à ça. Non. Écoute. Mettez ça dans la déchiqueteuse tout de suite. Non, mais tu sais, quand même, c'est assez... Non, faut que tu renvoies à l'expéditeur. Parce que sinon, ça veut dire que tu es inscrit à un GMF. Faut que tu appelles pour dire... Sincèrement, moi, j'aurais aimé ça parler aux omnis, là. Parce que là, c'est trop facile, tu comprends? Mais j'en reviens pas que ça soit une question de cash, qu'il y ait des patients qui rapportent plus aux médecins. Après ça, on va nous dire, les médecins sont pas à l'argent. Difficile à croire. On va s'arrêter ici. Tout de suite après, on va parler d'un autre enjeu. On a le nez collé sur des gros enjeux sociaux et aujourd'hui, dans Le Devoir, je sais pas si vous l'avez lu, mais on va parler avec le maire de Rouyn-Noranda, qui est un des signataires de cette lettre-là qui a été rendue publique aujourd'hui. On a entendu Pauline Marois, l'ex-première ministre, nous parler d'itinérance. Puis là, tout le monde dit la même chose. On a frappé le mur. Il faut faire quelque chose. Il faut changer la méthode. Ce qu'on fait, ça marche pas. Il y a de plus en plus d'itinérants un petit peu partout au Québec. Faisons, là, ça prend un réveil collectif. Alors, on va parler au maire de Rouyn-Noranda, puis j'aimerais ça que vous nous disiez, est-ce que vous en avez remarqué plus dans votre coin, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, dans votre région? Dites-le nous
1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À tout de suite. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Alors, en attendant de pouvoir brancher le maire de Rouyn-Noranda, les commentaires continuent d'affluer, Ouais. Olivier. D'excellents témoignages. J'ai un médecin de famille 2 fois en congé de maternité. Durant cette période, le CLSC dit que je n'ai plus de médecin de famille. On se rappelle, elle dit, j'ai un médecin de famille 2 fois en congé de maternité. Je vais en clinique ou à l'hôpital. On me refuse disant que j'ai un médecin de famille. Je rappelle le CLSC. Il reste focus sur le refus. Donc, depuis 5 ans, impossible de me faire diagnostiquer. Comprends-tu quelque chose dans ça, Isabelle? Je comprends que c'est du niaisage. Du Ça niaisage. se peut pas, là. Ça ne se peut pas. Il y a un auditeur de Laval qui dit, Bobo, je suis tellement rassuré, je me peux plus. Du verbe pouvoir plus. Comme dans, je suis plus capable, là, je suis plus capable. Et beaucoup de gens n'ont pas été convaincus du tout par les propos là, c'est le président du collège de médecins. C'est ça, ça Olivier. crée de l'anxiété. Quelqu'un dit, merci d'avoir mentionné que je suis vraiment à la merci de tout ce système. Je viens de devenir très anxieuse. Ça, c'est Christiane qui nous mentionne ça. Puis on veut pas rajouter à votre anxiété ou à votre colère. Pas du tout. On est là pour poser des questions. On aimerait ça avoir des réponses. On n'en a pas eu. Puis on n'en a pas eu, malheureusement. On parle d'itinérance. On a d'ailleurs tout de suite un auditeur qui nous écoute, Éric. Bonjour, Éric. Vous donnez des cafés, vous, itinérants que vous croisez dans la rue. Vous êtes de quel coin? En fait, moi, je vis à l'Épiphanie, mais dans le fond, je vais aider où il y a les campements à Montréal, le campement Notre-Dame, le boisé Vimont, le boisé Steinberg. Dans le fond, j'ai commencé au mois de janvier. On est allé... en fait, j'ai commencé seul. Je suis parti avec mon camion. J'ai un camion avec un petit campeur. Et puis, je rencontrais les itinérants. Je demandais c'est quoi leurs besoins. Souvent, je laisse réchauffer. Alors, je les embarquais dans mon camion. Je leur faisais du café. Il y avait faim. Je pouvais leur faire un peu une sandwich, des toasts, ces choses-là. J'ai acheté quelques trucs aussi. J'ai commencé avec 2 grosses commandes d'épicerie. J'ai leur ai fourni des hot pads. J'ai acheté plein de trucs. Aujourd'hui, je fais ça depuis le mois de janvier. J'ai commencé seul. Aujourd'hui, j'ai rendu avec 20 bénévoles qui travaillent avec moi. Ben voyons donc, Éric, êtes-vous sérieux? Là, vous avez comme bâti une équipe de bénévoles? Oui, absolument. On a créé une page Facebook et dans le fond, je suis en processus pour créer une OBNL. C'est un petit peu compliqué. On est dans les paperasses, on check ça, là. Ouais. C'est quoi votre page Facebook, Éric? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'Itinérant Roulant. Écoute, je voulais vous féliciter pour votre émission pour commencer, mais je vous remercie peut-être de me donner l'opportunité d'en parler un petit peu, parce que on fait ça depuis le mois de janvier, puis il y a plusieurs personnes qui ont embarqué avec moi. J'ai demandé de l'aide sur Facebook, alors le monde m'a aidé, on est arrivé avec des commandes. Alors moi, je ramasse du stock toute la semaine, et puis le samedi matin, on s'en va sur Notre-Dame. Il y a 2 places sur Notre-Dame qu'on va, et puis on s'occupe d'eux autres. On essaye de les aider. Il y en a qui sont mal pris, on les dirige. On les dirige vers certains organismes. Avec le temps, on a pris des références on les aide avec ça. Puis oui, on fait ça depuis le mois de janvier. Oui, mais c'est fabuleux. Je suis sur votre page Facebook, justement, l'itinéraire roulant. Vous avez organisé plusieurs événements, d'ailleurs, des déjeuners avec breuvage, collation, produits d'hygiène, vêtements qui ont été servis. Surtout, vous dites des conversations du soutien, un peu de chaleur pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous remerciez vos bénévoles. C'est fabuleux ce que vous faites, Éric, mais dans la vie, vous faites quoi, à part être une bonne personne? C'est gentil. Dans le fond, moi, je suis camionneur. Je conduis des camions la semaine, puis... que j'aime les camionneurs. Moi, j'adore les camionneurs. Vous êtes fabuleux, tous les camionneurs qui nous écoutent. J'en profite pour saluer Kevin et Marc-André, à qui on a parlé récemment. Mais vous, Éric, bravo, sincèrement. Puis là, vous êtes
camionneurs, vous voyez régulièrement, parce qu'ils sont souvent sur le bord des routes à quêter au coin des rues. Si je vous demande, avant de parler au maire de Rouyn-Noranda, là, qui signe aujourd'hui, qui co-signe la lettre de Pauline Marois, qui est publiée dans Le Devoir, puis qui dit il faut un espèce d'appel, c'est un espèce de grand appel collectif à un réveil collectif aussi, puis essayer de trouver une nouvelle méthode pour essayer de régler le problème de l'itinérance. Vous, là, qui organisez ça depuis des mois, là, maintenant, qui vivez avec eux, qui regardiez comment les aider, avez-vous une suggestion? Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, pour essayer de pas complètement, je pense que l'enlever, c'est peut-être complètement régler ce problème-là, c'est peut-être utopique, naïf, mais au moins freiner l'augmentation des personnes en situation d'itinérance? C'est sûr que ce qui revient de plus dans la rue, c'est le coût des loyers. Il y a personne qui a les moyens de se payer un logement, qui sont dans la rue. C'est sûr que en réglant ce problème-là, qui est le logement, il vient de régler beaucoup de problèmes. Moi, j'aide une personne qui s'appelle Tommy. Il va avoir son logement le 1er juillet. Dans le fond, là, on a commencé à ramasser des trucs pour lui, pour l'aider à se partir dans son logement. Il a déjà signé son bail. Et puis, il va avoir son logement. Avec ça, c'est ce qui donne un coup de main. Puis, je dirais, l'autre truc, c'est ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est de l'écoute. On va aller voir c'est quoi tu as besoin. Chaque personne est unique dans la vie. Fait qu'on peut pas régler un problème de gros comme ça en pensant qu'on va avoir une solution. Il y en a pas une. Il y en a plusieurs des solutions. Et la solution, c'est d'être à l'écoute des gens, d'aller voir le problème dans les des gens. Nous autres. Ouais. Hey, Éric, merci beaucoup. L'itinérant roulant, on garde vos coordonnées, on va se reparler, c'est sûr. On est en contact désormais. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Éric. Puis, sincèrement, merci au nom de toutes ces personnes qui sont en situation d'itinérance. Il y en a de plus en plus. Il y en a même à Rouyn-Noranda. Le maire de Rouyn, Gilles Chapado, est avec nous. Il co-signe cette lettre avec une trentaine d'autres personnalités, à la fois d'anciens politiciens. Il y a même l'ex-ministre libéral Michel Courchaine qui signe, il y a Marguerite Blais, il y a évidemment l'ex-première ministre Pauline Marois qui insiste sur le côté non partisan de la chose. Il y a le maire de Rouyn, Gilles Chapado. Merci beaucoup d'être là. À Rouyn, vous avez une augmentation assez incroyable de l'itinérance, Monsieur Chapado. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui n'est plus que montréalais ou de Québec, là. C'est un phénomène qui est devenu un phénomène des régions du Québec. Ouais. À Rouyn-Noranda, les dernières données du gouvernement du Québec démontraient qu'il y avait 308 personnes en situation d'itinérance, en région. Mais c'est sous-estimé les vrais chiffres, là, parce que la Maison du Soleil Levant, là, de l'organisme communautaire qui s'occupe des personnes en situation d'itinérance, ont servi juste à Rouyn-Noranda 238 personnes là, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Ouais, en fait, c'est qu'il y a une itinérance visible et il y a une grande itinérance invisible aussi. Dans la lettre que vous signez, on dit il y a une normalisation qui s'effectue. Et cette normalisation-là, je cite, nous la refusons. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux. Oui, il y a eu des véritables efforts. Le Québec et les municipalités se sont dotés d'une politique nationale et de plans d'action en itinérance. Il y a des municipalités comme la vôtre, sans doute, M. Chapado, qui se mobilisent, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on dit, en gros, c'est qu'on travaille encore en silo, puis il y a comme une espèce de... Les efforts sont insuffisants, en gros. Et il faut changer de méthode, c'est urgent, sinon, ça va juste empirer. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Chapado? On peut faire, d'ailleurs, l'idée de Mme Marois de tenir une concertation qui est nationale, je pense que c'est une des solutions qui doit être envisagée, puis c'est pour ça que j'ai co-signé la lettre. Nous, on avait ici à Rouyn-Noranda une table de concertation, là, donc un peu le même modèle qui pourrait être reproduit au niveau national, une table de concertation. La Chambre de commerce, les commerçants, la ville de Rouyn-Noranda, les groupes communautaires, qui travaillent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Mais, vous savez, on manque de financement. La ville de Rouyn-Noranda a dû ajouter de l'argent pour venir en aide aux groupes communautaires qui s'en occupent parce que le financement vient pas de Québec. Les dernières annonces du gouvernement du Québec,
ignorait complètement là, notre région et plusieurs régions du Québec, alors que on vit ce phénomène d'itinérance-là dans notre région aussi. Ouais. Mais en même temps, tout à l'heure, on avait Éric qui vient de lancer un mouvement bénévole communautaire dans son coin et qui nous disait le logement, ça serait vraiment là où il faudrait faire plus d'efforts. Il y a quelqu'un qui nous écrit d'ailleurs que même à Rouen, t'as vu Olivier? Des compagnies et numéros qui achètent des condos qui ont jamais mis les pieds au Canada rendus à Rouen, on a un problème. Êtes-vous au courant de ça, M. Chapado? Pas vraiment au courant, mais c'est sûr qu'il y a des efforts à faire au niveau du logement social. Il y a beaucoup de constructions qui ont été faites ici à Rouyn-Noranda dans les dernières années. Il y a encore beaucoup à faire. Il y avait une annonce là, qui avait été faite par le gouvernement du Québec de 200 logements sociaux. À peine 660 ont été construits. Donc, c'est multifactoriel. Hein. Il y a le logement, mais il y a d'autres facteurs aussi qui font en sorte que les gens se retrouvent en situation d'itinérance. Mais il va falloir que, je pense qu'on peut pas fermer les yeux. C'est bien écrit dans la lettre. Là, on ne peut plus fermer les yeux sur cette situation-là. Imaginez dans une région comme la nôtre, là, où les salaires sont très, très, très élevés. Et voir des gens qui dorment dans la rue, c'est tout à fait inacceptable. Et vous savez qui sont ces gens? Est-ce que ça vous est arrivé d'aller les voir, d'aller leur demander ce qu'ils faisaient dans la vie avant? Oui. Et j'ai pris le temps d'aller les visiter, de leur parler. Écoutez, c'est touchant quand on prend le temps de le faire, puis de connaître leur parcours de vie. C'est pas des choix. Contrairement des fois à ce qui est véhiculé, c'est pas des choix. Les gens se retrouvent à la rue pour différents facteurs. Alors, oui, il y a beaucoup d'initiatives comme celle que vous avez mentionnée tantôt avec le camionneur, mais il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain. On a dû, nous, avec nos employés à la ville de Rouyn-Noranda, faire des formations avec nos commerçants aussi, parce que c'est un nouveau phénomène. Hein. Il y avait... ça n'existait pas. Moi, je suis arrivé en 2005 à Rouyn-Noranda. Il n'y avait pas d'itinérance en 2005. Alors, aujourd'hui, on se retrouve à Rouyn-Noranda avec 238, mais plus convaincu que c'est sous-estimé le nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance. Clairement. Mais en même temps, pour conclure là-dessus, Monsieur Chapado, vous disiez dans la lettre, une des solutions, c'est d'ici la prochaine élection générale, il faudrait qu'il y ait un engagement solennel qui est d'ici juin prochain, 2027, un grand sommet national sur l'itinérance avec tout le monde là, qui sont dans le domaine là, mais sincèrement, sur cette proposition, permettez-moi d'avoir des gros doutes. Il n'y a pas eu mais des dizaines et des dizaines de forums au Québec déjà, de sommets d'états généraux sur l'itinérance ces dernières années, provincial, régional, municipal, et on n'avance pas. Fait que pourquoi un sommet à un autre viendrait régler l'enjeu? Moi, je vous avoue que là-dessus, j'aurais envie d'autres solutions plutôt qu'encore un gros meeting où on va juste jaser, là. Mais je pense qu'il faut pas juste jaser. Vous avez tout à fait raison. Je pense pas que l'objectif, c'est de jaser. L'objectif, on peut pas fermer les yeux. Il faut trouver des solutions. Il y a une campagne électorale qui s'en vient. Ça prendra des engagements fermes de la part des partis politiques. Il y a des opportunités maintenant là, d'abord d'en parler. On en parle aujourd'hui, tant mieux. Il faudra continuer à en parler, mais au-delà d'en parler, il faut trouver des solutions ensemble. Voilà. Faudrait relire les conclusions des anciens forums. Il y a tellement des belles solutions là-dedans. Faudrait juste les appliquer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Gilles Chapado, maire de Rouyn-Noranda. On en profite pour saluer tous les gens qui nous regardent sur Cube Télé de ce coin-là du Québec. Magnifique coin d'ailleurs. Et tous ceux qui nous écoutent également. Puis je vous réfère à cette lettre donc qui est vraiment très bien écrite, qui est publiée dans Le Devoir aujourd'hui. Entre autres, Pauline Marois, Françoise David, Marguerite Blais, Véronique Yvon, plein de personnes qui ont à cœur les intérêts des Québécois et qui nous disent qu'il faut faire quelque chose pour les gens qui vivent dans la rue. On va s'arrêter ici tout de suite après. Est-ce que le Canadien part gagnant demain? Vous me direz. À tout de suite. Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être un super-héros. Isabelle Maréchal. Mon collègue du Journal de Québec et du Journal de Montréal,
qui a le don de faire des titres punch et accrocheurs. Sa chronique d'aujourd'hui, c'est « Le Canadien n'a encore aucune chance ». Oubliez ça, les Hurricanes vont avaler le Canadien. Vous comprendrez qu'il fallait qu'on y parle, n'est-ce pas, Olivier? On s'est dit, il faut qu'on y parle. Ouais. Jean-Nicolas Blanchet est avec nous. Jean-Nicolas, merci. Quelle mouche t'a piqué de nous mettre, de nous couper l'herbe sous le pied comme ça déjà avant même que ça parte? Ben, je suis baveux à la base, là. Ouais, exact. Mais là, il faut lire le texte au complet, là. Et moi, dans mes textes, souvent, je suis capable de piquer le monde pour commencer, là. Mais c'est la vérité, OK? La vérité, c'est que dans les faits, le Canadien n'a aucune chance. Tu sais, il y a personne qui va me dire que, logiquement, le Canadien devrait battre les Hurricanes. Il n'y a rien de logique là-dedans. Tu sais, mais si tu me demandes c'est qui va gagner la série, ben là, mon cerveau bug, ça fait cas d'erreur, là, parce que je ne sais pas, parce que c'est impossible de prédire les Canadiens. T'aimes pas, on savait à quoi ils allaient ressembler, ils ont ressemblé à ça. Les Sabres, on savait à quoi ils allaient ressembler, ils ont ressemblé à ça. La Caroline, on sait à quoi ils vont ressembler. Le Canadien, on n'a aucune idée. Même le plus grand génie, je trouve, au hockey au Québec, Danny Dubé, même lui, il dit... Je le sais pas, tu sais, il y a tout trop d'intangibles. Ouais. Puis tu sais, ce qui rend le Canadien aussi spectaculaire et même attachant, là, c'est... Ouais. Et là, tu nous parles, je tiens à le dire, pour ceux qui te regardent à Cube Télé puis qui disent, mon Dieu, c'est vrai qu'il fait beau au Québec, mais où tu es, il fait également très beau et tu es sur place à Raleigh. Est-ce que ça, c'est ma cour. Ça, c'est mon rez-de-chaussée. Là, tu vois mon deuxième étage. Je suis dans ma maison dans le Minil à Québec. Ouais, je suis à Raleigh, à côté de fait beau! Là, tu m'as fait douter. Tu m'as fait douter pendant 30 secondes. Moi aussi, j'ai eu peur. Là, je regardais Florence, genre, voyons qui est. Mais non, mais c'était écrit dans sa chronique qui venait d'arriver en Caroline. Mais moi, je dois dire, Jean-Nicolas, qu'après t'avoir lu ce matin, j'avais pas encore fait mon pari avec mes amis. Et là, j'ai dit Hurricanes en 6. Oh non, c'est pas vrai, Florence. T'as pas fait ça. Jean-Nicolas, il dit Hurricanes en 5, j'ai dit Hurricanes en 6. Tu peux pas, j'ai officiellement annoncé que cette équipe de cette émission, Isabelle, on est tous Canadiens en 6 ou 7. Nous, on est comme Serge Savard. On prend pas trop de chance. Mais là, j'avais pas le goût de perdre, sinon j'ai une conséquence. C'est ça qu'on se fait dans notre groupe d'amis. Ah, mais là, non, mais parce qu'en fait, et tu le dis très bien, OK, mon titre, c'était juste pour vous craquer, parce que dans le fond, tu dis, Jean-Nicolas, dans les faits, oui, les Hurricanes devraient planter le Canadien. Tampa devrait gagner, mais et dans les faits, le Canadien ne devait pas torcher les Sabres 3 fois. Dans les faits, Newhook devait pas marquer 7 buts. Fait que t'es en train finalement de nous dire que ça se peut que le Canadien gagne cette ronde-là. Là. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est possible. Puis, tu sais, parce que là, dans les cotes, effectivement, c'est Hurricanes en 5, Hurricanes en 6. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, quand tu te rends jusque-là, tu sais, il y en a qui parlent de la fatigue. Et les gars, là, rendus là, il n'y en aura pas de fatigue, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, t'as Jacob Dobèche aussi, tu sais. Réalisez-vous comment c'est fou ce qu'il fait, ce petit gars-là, là, tu sais. Dans les 2 matchettes avec 956 de moyenne de buts alloués, c'est insensé, là, tu sais. Fait que, non, je suis pas convaincu pantoute que ça va être une série simple pour les Hurricanes. Ouais. Pas du tout, mais les Hurricanes, si on y va froidement, les Hurricanes, c'est vraiment un méchant club, tout le monde. Tu sais. Offensivement, ils sont trop forts, c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Défensivement, t'es un peu moins bon, mais les Hurricanes, avant, c'est une équipe qui frappait pas. C'est des jeunes talents, cute, puis qui réussissaient pas à aller loin en série parce qu'ils affrontaient les Panthers, par exemple, qui les démolissaient. Ouais. Là, maintenant, les Hurricanes, ils ont notamment le petit Québécois, le grand Québécois, je l'ai croisé tantôt, William Carrier. Lui, il frappe tout ce qui bouge. Ça en a une coupe, là. Puis maintenant, les Hurricanes, c'est une équipe même qui frappe, qui est robuste. Alors là, eux autres se sont arrangés pour être équipés pour veiller plus tard. Puis vous allez le voir, là, ça va être assez physique contre les Canadiens. Ouais, c'est ça. Et là, Jean-Nicolas, c'est quand même une équipe qu'on a réussi à battre 3 fois lors de la dernière saison. Oui, les gardiens faisaient dur du côté de la Caroline. Je pense que c'est un pourcentage d'efficacité de tout près de 750. Je pense que c'était 760. 741. Là, 741 encore plus bas. Là, ils ont accordé 10 buts en 8 matchs. Si je me trompe pas, depuis le début des séries, c'est excellent. Anderson, il gosse sa tête, comme on dit. Ouais. Est-ce que cet aspect-là peut jouer dans la tête de l'entraîneur Rob Bradamo en se disant « Hey, oui, on est bon, mais ils nous ont battus 3 fois cette saison. » C'est la question de Sonia de Blainville. Exact. Merci, Sonia, parce que Sonia t'interpelle directement. Le Canadien a gagné les 3 matchs contre les Hurricanes durant la saison régulière. Qu'est-ce que t'en penses, JN?
qui a demandé? Je sais pas si la dernière ou l'avant-dernière, le match que les Canadiens ont gagné. Je pense que les shots, c'est 47-13, puis ils ont gagné 4-1 Canadiens. Là. Puis l'autre équipe avait fait 47 tirs. Là. Puis je me rappelle, il y a un match, là, ça avait aucun sens que le Canadien ait gagné. Là. Puis quand on dit, je pense que la moyenne des gardiens, c'est 950 pour le Canadien, puis 740 pour les Hurricanes. Là, c'est plus Brendan Bussy qui va gauler. Là. C'est Frédéric Anderson qui en a vu d'autres. Là. Donc moi, ces matchs-là, j'y accorde aucune importance. J'accorde plus d'importance présentement à mon front qui est en train de se brûler. Parce que là, et avant de te laisser aller, à Riley, à part le fait qu'il fait très chaud, c'est bien, il fait très chaud comme au Québec, c'est chaud aussi parce que là, les fans se préparent. Là. Eux aussi sont contents. Là. Tu veux dire, je veux pas qu'ils les découragent? Ben non, dis-moi un peu l'ambiance là-bas, c'est comment? Est-ce que tu as pu voir? C'est vraiment différent de d'autres marchés. Ici, là, c'est un grand parking. T'as l'aréna, puis avant, il y a des tailgates. C'est très football. Ici, c'est North Carolina University. Au football, le stade est à côté. C'est très basketball. Donc, ici, tu ne cherches pas un train ou un tramway. Là. Ici, tu viens en auto. Tu fais le barbecue avant. Puis, mais par contre, il y en a qui pensent que c'est n'importe quoi le hockey à Caroline. Ça fait 40 ans qu'il y a du hockey ici. Là. Il y a des Québécois qui jouent au hockey ici, dans une ligue professionnelle à côté. Puis c'est pas vrai qu'ils connaissent rien du hockey. Là. C'est quand même un beau marché qui s'est développé. Puis je vais en parler d'ailleurs demain dans ma chronique, là, parce que j'ai parlé avec quelques vieux joueurs qui ont connu les débuts ici où c'était, il y avait rien, là, tu sais. Alors c'est quand même, moi, ce côté-là, j'aime ça quand même le découvrir, le faire partager aux lecteurs. Là. Ben merci beaucoup, Jean-Nicolas. Il y a Claude de Rosemère qui nous rappelle que les Hurricanes n'ont jamais passé la 3e ronde. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais pourquoi qu'ils nous écrit ça? Récemment, c'est vrai qu'ils ont eu de la difficulté à traverser, puis, mais ils ont remporté ça. Ça fait longtemps, quand même. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. C'est comme ça fait moins longtemps que le Canadien. Oui, non, mais ça, c'est dur à... Oui, nous, c'est comme 32 ans. Faut pas le dire, ça. 32 ans. Oui. Non, mais on va pas là, parce que comme nous écrit un auditeur, le CH va battre la Caroline et on va gagner la Coupe. Alors voilà qui clôt la discussion. Hey, on te lira demain, Jean-Nicolas Blanchet. Merci beaucoup. Chose certaine, on va avoir du fun, c'est sûr. Merci. Ça, c'est sûr. Puis c'est juste ça qui compte, qu'on ait du plaisir. Ouais. Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal et Journal de Québec. Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. On n'a pas parlé avec Jean-Nicolas, mais il y a aussi la victoire de Montréal, Olivier, qui joue là, ce soir. Ce soir, un match très important. Ouais. Là, on a battu les champions en titre lors de la première ronde, le Frost du Minnesota. Et là, on affronte dans le match numéro 4 la Charge d'Ottawa. Donc, on sait qu'il va y avoir un champion du trophée, la Coupe Walters, je ne me trompe pas, une équipe canadienne. Ça, c'est intéressant. Ouais. Là, la victoire mène 2-1. C'est un 3-5. C'est différent. Ce n'est pas un 4-7. Donc, on menait 2-0. Là, on s'est fait avoir lors du dernier match. Et là, ce soir, à Ottawa, on va tenter de terminer ça puis avoir un premier titre dans la LPHF. Ça serait fabuleux. Marie-Philippe Poulain, je veux dire, ça serait bien. Cette année, ça serait fabuleux. Ça a été Et difficile. Malheureusement, les filles, parce qu'il y a le CH qui était en deuxième ronde et tout, puis les matchs des derniers jours sont tombés sur des matchs des Canadiens. Pendant que les femmes jouaient au hockey, la victoire, allaient chercher la victoire, puis en même temps, il y avait le CH, c'était difficile, notre cœur était partagé. On leur souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Je voulais vous interpeller aussi parce que je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais ce matin, il y a des chiffres qui sont sortis concernant les coûts de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada. Savez-vous combien ça va nous coûter à nous contribuables? On parle de 1 à 2 milliards de dollars pour accueillir 13 matchs de la Coupe du monde. Je vous rappelle que nous, à Montréal, on a renoncé à accueillir ce tournoi parce qu'on s'est dit ça va coûter trop cher. Et comme contribuable, le gouvernement canadien, il va y mettre des millions, là, je veux dire 1 à 2 milliards, t'imagines? Je voulais qu'on en parle avec la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas Gagnon est là. Bonjour, Nicolas. On va se ramasser à payer une partie de la facture, si je comprends bien, même si on n'aura pas chez nous au Québec de match de la FIFA, là. Exactement. Pas loin de 40% de la facture pour l'ensemble des matchs sont essentiellement assumés par le gouvernement fédéral. Donc, oui, les contribuables de partout au pays, du Québec comme de l'île du Prince-Édouard, se retrouvent essentiellement payés pour des matchs qui n'auront pas lieu dans leur ville. Les matchs, on parle de 13 matchs qui vont avoir lieu à Toronto et à Vancouver. Donc, pour le total, environ 82 millions de dollars par match. Ça a l'air ridicule, là, mais c'est à peu près 1 million de dollars par minute
de matchs de soccer qui va être essentiellement financé par les contribuables. Donc, c'est beaucoup d'argent pour un événement pour lequel on nous fait miroiter des retombées économiques qui sont relativement exagérées, là, pour le dire ainsi. Exactement. Mais j'aimerais juste te poser la question, tant qu'à avoir une dette comme ça qui va toucher tout le monde, là, on parle de 1 à 2 milliards, pourquoi pas avoir été, en bon français, all-in dans le processus puis peut-être avoir des matchs? Est-ce que ça aurait été une bonne chose pour la Ville de Montréal, entre autres? Ben, Valérie Plante avait dit qu'on n'avait pas les moyens. Là. On n'avait pas les moyens, mais on finit quand même par payer. C'est ça mon point. C'est est-ce que, rendu là, on ajoute un peu puis on a des matchs directement au centre-ville ou du moins pas loin? C'est comme la même poche, mais pas la même poche aux yeux des politiciens. N'est-ce pas, Nicolas? C'est parce que t'as les villes qui doivent payer, puis en même temps, t'as le gouvernement fédéral qui met de l'argent. Mais, tu sais, on en revient toujours au même contribuable, Nicolas Gagnon. Exactement, ça reste que 60% de la facture, c'est le municipal et le provincial qui doit l'assumer. Dans le cas de Montréal, puis je le dis franchement, j'ai pas été très, très sympathique à l'égard de l'administration Plante au cours des dernières années, mais là-dessus, je leur donnais quand même que c'est un bon coup d'avoir refusé l'avenue de la FIFA parce qu'on n'avait pas les installations sportives. Le stade olympique étant possiblement la seule installation capable d'accueillir de tels matchs. Déjà que le toit du stade olympique lui-même, juste en termes de coût, on parle de pas loin de 900 millions de dollars et même plus en termes de rénovation. L'intérieur est à refaire également. Et c'est sans oublier aussi tous les autres coûts liés à la sécurité, à l'aménagement des événements sportifs qui se rattachent au match. Donc, ça aurait coûté effectivement plus cher pour finalement des retombées économiques qu'on n'est même pas sûr exactement. Là, pour l'instant, la FIFA, pour les matchs qui vont avoir lieu dans les deux autres grandes métropoles, on parle d'environ 3,8 milliards. Ça, c'est la FIFA, 3,8 milliards en termes de retombées, sauf que à peu près tous les experts ne prennent pas au sérieux ces chiffres-là. Ils sont grossièrement exagérés, alors que le coût, par exemple, pour la tenue des événement est relativement sous-estimé. Parce que là, on parle d'environ 1 milliard de dollars. Ça peut aller jusqu'à 2 milliards, même plus, avec le coût de la sécurité qui, ça, va être entièrement assumé par tous les contribuables canadiens. Et les infrastructures, là? Faut financer les infrastructures, tu le dis, les frais de sécurité, toute l'organisation locale là, pour attirer les gens à ces événements-là. Et pourtant, je veux dire, la FIFA puis les équipes de soccer, ce sont des entreprises privées qui font tellement d'argent. Moi, c'est ça qui me sidère à chaque fois. Pourquoi faut qu'on subventionne? Parce qu'il y a des subventions, parce qu'il y a des exemptions fiscales aussi qui doivent être données pour obtenir les tournois. Les pays hôtes, entre autres le Canada, vont accorder des exemptions d'impôts sur les revenus qui sont liés aux billets, aux produits publicitaires. En tout cas, bref, c'est tout l'argent qu'on aurait pu mettre dans nos coffres, mais qu'on accepte de ne pas prendre parce qu'on veut attirer ces événements-là. Mais en plus, les gens payent les billets. Tu sais, les gens qui vont aller voir les matchs au Canada vont pas avoir des rabais là, parce qu'on a contribué comme contribuable. Puis nous, au Québec, on va se trouver à payer une facture, mais on n'enverra pas un maudit match, sauf à la télé, ou à moins de dépenser des milliers de dollars pour aller les voir, soit aux États-Unis ou au Canada. Il y a comme quelque chose là-dedans de ridicule. Oui, c'est entièrement ridicule parce que les contribuables, même ceux qui n'ont pas du tout les moyens d'aller voir ces matchs-là, vont se retrouver quand même à payer pour. C'est aussi le fait que, faut dire franchement, présentement qu'on regarde l'état des finances publiques tant des provinces que du gouvernement fédéral, on se dit, est-ce qu'on a vraiment les moyens de payer pour des événements sportifs de ce type-là qui vont nous coûter une beurrée sans nécessairement nous rapporter quoi que ce soit? Puis aussi, je ramène ça à la question des fameuses retombées économiques parce que c'est souvent ça qui est utilisé pour justifier tous les coûts qui vont venir avec ça. La réalité, c'est qu'on observe présentement à Vancouver, par exemple, une baisse de l'achalandage au niveau des hôtels de pas loin de 20% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez drastique. Ça, c'est lié au fait que les coûts augmentent dans les hôtels, ce qui fait notamment à cause de l'événement sportif qui s'en vient, ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement tous les touristes qui vont pouvoir s'y rendre. Puis d'un autre côté, on oublie que s'il y a des retombées économiques, il y a aussi de la perte économique, parce qu'il va y avoir beaucoup de blocages au niveau de plusieurs artères, notamment commerciales à Toronto comme à Vancouver, où est-ce que les commerces, eux, ils vont pas enregistrer des bénéfices plus intéressants, ils vont peut-être même enregistrer des pertes à cause de ces blocages-là. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est les caprices de la FIFA qui demandent au gouvernement, tant municipal, provincial que fédéral, de essentiellement se soumettre à leur demande, que ce soit pour avoir des loges VIP, que ce soit pour avoir des zones réservées, des exemptions fiscales, puis en plus des investissements dans les infrastructures sportives. Au final, la FIFA, c'est pas une organisation très pauvre, là. Je pense qu'ils valent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Non, ça, c'est un bon point. Mais tu vois, les moyens de couvrir.
Nicolas Gagnon, Yannick de Montréal va directement là-dedans. Il dit c'est beaucoup plus compliqué au niveau de Montréal. Les demandes de la FIFA, on aurait peut-être manqué plusieurs festivals. Puis ça, c'est vrai parce qu'on s'entend que la FIFA, c'est pas juste une semaine, c'est plusieurs semaines. Ouais. Et on aurait raté peut-être, écoute, il y a tellement de festivals à Montréal, tellement de festivités. On aurait dû les reporter. Donc ça aurait engendré plusieurs problèmes. Puis je rappelle que l'équipe canadienne n'aurait pas nécessairement joué à Montréal. Donc imaginez un match Uruguay, je sais pas moi, Cameroun. J'enlève rien aux deux pays. Ouais, on s'entend que l'attrait n'aurait pas été le même versus ce qu'on aurait perdu aussi par rapport à ce match-là. Il y a un auditeur, je sais pas si c'est vrai, ça c'est fort possible, là, tu vérifieras Olivier, mais il y a un auditeur qui dit la FIFA demandait une sorte de blackout sur les activités, un peu ce que tu racontes. Exactement. Incluant la F1. Oui. Voir si on va dire à Montréal, OK, la F1 s'il vous plaît, on va vous... Parce qu'il y a du soccer. Toute la question des retombées, mais il paraît qu'il y a des demandes vraiment loufoques là, de la part des gens de la FIFA. Là. Des conditions là, pour avoir les matchs complètement loufoques. Ça l'a joué aussi on a changé la date pour la F1 en fin mai. Il y avait plusieurs facteurs, mais ça aussi, ça incluait le fait que la F1, c'était en Amérique du Nord, donc le tournoi jouant sur le continent américain. Et c'est pour ça, alors? Voilà, c'est pour ça, à la base. Fait que donc, on est touché par la bande. Ben c'est sûr. C'est sûr, c'est lui du Canada, donc veut pas, la FIFA qui est au Canada, ben ça a prédominé sur ça. Ouais. Y a quelqu'un qui dit avec raison, la plus belle retombée de ce genre d'événement, c'est de donner à nos jeunes le goût de rêver à devenir un professionnel. Moi, je dirais à bouger en général. Tu sais, que tu joues au hockey, que tu joues au soccer, filles ou garçons, bougeons. C'est ça qu'il faut. Beaucoup de gens qui parlent du fait que la FIFA, évidemment, c'est un peu, bon, il y a des gens qui disent corrompu jusqu'à l'os. C'est un commentaire. Oui, il y a une historique pas mal, c'est vrai. Exactement. Ouais. Mais bref, en terminant, Nicolas Gagnon, comme contribuable à part payer, puis chialer comme on le fait là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas pu faire grand-chose, puis on va ramasser la facture. C'est bien plate, hein? C'est ça, dans le cas des Québécois qui vont se retrouver à payer indirectement pour les événements sportifs, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Sauf peut-être attendre la facture finale puis dire qu'on aura eu raison sur toute la ligne. Puis là, je vais simplement conclure en ramenant la fameuse citation d'un économiste américain des années 90, Alan Sanderson, qui avait déjà dit que c'était beaucoup plus intéressant en termes de retombées économiques de lancer de l'argent du haut d'un hélicoptère que d'investir dans des événements sportifs, des arénas ou des centres sportifs. Puis c'est quand même une conclusion qui est partagé par beaucoup d'économistes comme tel pour démontrer à quel point finalement ces retombées-là sont grossièrement exagérées. Donc malheureusement, les contribuables risquent d'être perdants, mais on espère que les matchs de soccer en vaudront la peine malgré tout. Mais tu sais, oui, exact. Pour ceux qui auront les moyens d'aller les voir, ça coûte une beurrée, me dire, si tu veux aller assister à un match pour avoir des billets, là, c'est juste comme inabordable. On parle des matchs du CH, là. Mais pour la Coupe du monde de soccer, c'est fou. Là. On aura l'occasion de s'en reparler. Là. De toute façon, c'est pas commencé. Pour le Grand Prix de F1 qui commence en fin de semaine, on parle de retombées de plus de 90 millions de dollars, que ça attire 300 000 visiteurs. Puis on dit vraiment que c'est 50% des spectateurs qui viennent de l'extérieur du Québec. Alors, il semble que... Puis en tout cas, chaque fois qu'on menace, que la F1 menace de couper Montréal de son circuit, tout le monde pleure. Fait qu'il faut croire qu'il y a des véritables retombées à Montréal. En une semaine, en plus. Juste les prix des chambres d'hôtel. Moi, j'ai une amie qui avait pas réalisé, ça fait plusieurs mois qu'elle a acheté un concert à Montréal d'un artiste local. Puis là, elle m'a écrit, elle a dit, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Parce que j'ai regardé pour me louer une chambre d'hôtel. Puis c'est juste inabordable. Plus de 1000 $ la nuit. Complètement. Et la mairesse Soraya n'a pas voulu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui louaient justement en Airbnb ou autres plateformes qui louaient leur logement. Et elle n'a pas voulu devancer la date. C'est à partir du 1er juin que la saison commence, là. Et alors, c'est pour ça qu'il va y avoir, c'est sûr que ça profite aux hôtels, mais ils abusent. Tu sais, on parle rarement de ça, là. Il y a de l'abus. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon, qui est justement là pour nous rappeler tous ces abus. Directeur général Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On va s'arrêter ici. Peut-être une bonne nouvelle, vous me direz. Je vais vous demander combien vous payez en électricité par mois. Là, on aura la ministre Pascale Derry, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, qui va nous parler de ce qu'elle vient d'annoncer avec Bernard Drainville. C'est un programme, en fait, qui va être bonifié pour l'installation de thermopompes et ça pourrait bénéficier aux locataires. Alors, nous allons l'écouter tout de suite après ceci. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Québec et Hydro-Québec ont annoncé ce matin un investissement de près de 350 millions de dollars pour accélérer l'installation de thermopompes dans les immeubles locatifs. Ce qu'on veut faire,
c'est une bonne nouvelle en soi, là, vu comme ça, c'est de réduire votre facture d'électricité. En fait, si vous êtes un ménage qui habite dans des logements qui mériteraient un peu d'amour, vous voyez ce qu'on veut dire? On veut, entre autres, diminuer la pression sur le réseau énergétique parce qu'on dit ces logements-là qui manquent d'amour souvent sont mal isolés. On parle de logements là, qui n'ont pas été rénovés depuis des lunes. Et bref, qui sont extrêmement énergivores. Alors, on a avec nous la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune, des parcs, députée de Repentigny, Pascale Derry. Bonjour, Pascale. Bonjour, Mme Maréchal. Donc, c'est une annonce importante pour les locataires. Expliquez-nous un petit peu comment ça va fonctionner. Ben, écoutez, on annonce des investissements, vous les avez mentionnés. C'est des investissements, il y a une partie qui provient du gouvernement du Québec, donc à travers le FEC, le Fonds d'électrification des changements climatiques. Puis il y a une portion aussi, près de 190 millions qui viennent d'Hydro-Québec. Ça rentre dans le programme Logivert. Donc Logivert, ça existe déjà, mais là, on vient bonifier Logivert. Ce qu'il faut comprendre, que c'est un programme qui a plusieurs mesures qui viennent en aide, pas seulement au secteur résidentiel, mais aussi au secteur commercial, industriel. En fait, ça fait partie de ces mesures d'efficacité énergétique. Ce sont des mesures qui encouragent évidemment tous ces secteurs-là à faire la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, l'annonce vient spécifiquement cibler les propriétaires d'immeubles et donc par ricochet évidemment les locataires qui vont bénéficier de ces incitatifs qu'on va offrir aux propriétaires d'immeubles locatifs. En bout de ligne, c'est quand même des économies assez substantielles, je vous dirais, pour les locataires. On parle d'à peu près 250 $ d'économies par année sur leur facture d'électricité. Donc, c'est vraiment, on vient leur donner un bon petit répit au niveau du coût de l'énergie. OK, donc vous bonifiez le programme Logivert. La subvention couvrait, je pense, 30 %, c'est ça, des coûts avant cette bonification. Et là, maintenant, ça va être 55 % des coûts reliés à l'achat et à l'installation d'une thermopompe. Exactement. Ça va couvrir 55 % de l'installation et de l'achat. Donc, c'est quand même une bonne partie qui est subventionnée. Vous savez, historiquement, là, les propriétaires d'immeubles locatifs, ils investissent quand même peu en efficacité énergétique. Il y a pas beaucoup il y a moins de 10 % je vous dirais, des logements immeubles qui ont bénéficié de subventions gouvernementales. Et c'est un secteur qu'on veut vraiment encourager. C'est-à-dire, on veut vraiment que ce secteur-là puisse faire la transition énergétique. Puis, en même temps, ça vient justement, si on installe des thermopompes partout dans des immeubles à logement, je sais pas moi, avec des dizaines et des dizaines de logements, ça vient évidemment donner de la valeur à cet immeuble-là. Et en bout de ligne, ça vient donner un répit aux locataires. Puis nous, comme gouvernement, avec la société d'État, on vient aussi bonifier un peu notre transition énergétique, c'est-à-dire on continue d'être engagé, puis on augmente évidemment notre efficacité énergétique à travers ces mesures-là. Évidemment, une thermopompe, ça coûte minimalement 3 000 à 4 000 $. Ça peut monter à plus cher que ça, selon là, qu'on a plusieurs têtes, plusieurs zones à couvrir. Ça va être quoi? Là, vous venez nous dire, évidemment, ça va être un plus pour la propriété, mais pour un propriétaire qui a des locataires, est-ce qu'il y a un réel avantage à faire ça? Parce que c'est le locataire qui va se trouver à économiser un peu. Vous dites 250 $ à peu près en moyenne par locataire. Mais ça va être quoi l'avantage pour le propriétaire de dépenser autant d'argent alors que souvent, on le sait, les propriétaires, c'est assez difficile comme ça avec le coût des rénovations. Là, ils se garochent pas pour rénover leur logement locatif. Là. En tout cas, pas tous les propriétaires. Oui, non, vous avez raison, mais l'avantage aussi, c'est justement de les encourager puis de les inciter à faire cette transition énergétique-là. Ça prend quand même de la valeur. Vous savez, les thermopompes, c'est aussi bon en hiver qu'en été. Ça joue le rôle un peu de climatisation en été. Donc, il y a quand même un incitatif. Puis, le gouvernement du Québec et Hydro travaillent actuellement sur une espèce de mesure qu'on risque de déployer éventuellement sur la cotation des bâtiments. Donc, comme c'est un secteur qui a plus de difficultés à faire cette transition-là, on va être capable éventuellement de mesurer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, veut pas, à un moment donné, ils vont devoir embarquer puis ils vont devoir faire cette transition. Là, on leur donne cet incitatif-là. Écoutez, on va voir, on va le déployer, puis je suis pas mal convaincue qu'il y a quand même pas mal de promoteurs ou enfin, bref, de propriétaires d'immeubles qui vont quand même lever la main. C'est bénéfique pour eux, c'est bénéfique aussi pour les locataires. Ils vont devoir faire cette transition-là aussi. Avez-vous une assurance, Pascale Derry, qu'ils ne vont pas transférer le coût de la thermopompe, même à 55 % financé par le gouvernement, ils vont pas transférer ce coût-là à leurs locataires? C'est une très bonne question. Ça a été soulevé ce matin en conférence de presse. Puis évidemment, ça va de soi. La première chose à laquelle on pense, c'est
Est-ce que les loyers vont augmenter? La réponse est on veut pas que ça augmente, puis on va monitorer évidemment ce programme-là. Hydro-Québec l'a déployé déjà ailleurs, donc c'est sûr qu'ils ont les moyens de regarder tout ça puis de monitorer tout ça. Ils travaillent conjointement avec l'ACEF, l'Association des coopératives familiales, avec lesquelles HQ a quand même, ils sont partout sur le réseau, donc partout à travers le Québec. Eux vont être en mesure aussi de regarder un peu comment les propriétaires se comportent. Donc, et aussi, c'est réglementé, là. On peut pas augmenter les loyers comme on veut. C'est quand même réglementé par le tribunal administratif. Il y a quand même un maximum ou un plafond pour lequel on peut augmenter les loyers à chaque année. Puis, il faut comprendre aussi, Isabelle, que la facture d'électricité, elle doit être dans les mains de chaque locataire. Donc, on ne va pas financer un propriétaire d'immeuble à logement qui ne fait pas payer les locataires individuellement. Chacun va avoir sa facture d'électricité, donc on va réellement voir l'économie de coût sur la facture d'électricité du locataire. Donc, c'est sûr que c'est quand même balisé. Ceci dit, il se peut qu'il y ait des propriétaires qui tentent de jouer à ce jeu-là, mais Hydro-Québec, avec le nombre de programmes de ce genre-là qu'il déploie, je pense qu'on va être capable de voir s'il y a un enjeu ou pas. Puis s'il y a un enjeu, là, il va y avoir des ajustements. Mais je pense qu'il faut donner la chance à ce programme-là. Okay. Il faut donner la chance aux propriétaires qui veulent faire cette transition énergétique comme on le fait dans tous les autres secteurs. Alors, je pense que c'est une bonne mesure, mais on va la suivre de près. Puis, s'il y a quelques abus que ce soit ou quelques ajustements qu'il faut faire, on les fera. Là. On a vraiment beaucoup de commentaires. Pascal Derry, Olivier? Les auditeurs n'y croient pas. C'est pas compliqué. Un 8-7 Cube Radio. Alex de Montréal, il dit c'est plate, mais je ne crois pas que les propriétaires vont dépenser pour que les locataires économisent sur les coûts d'électricité. Et là, Guylaine nous donne un exemple. Elle dit, voyons, là, les propriétaires font juste peinturer puis ils augmentent leur loyer pour rénovation. Penses-tu vraiment qu'ils vont investir dans des thermopompes pour que les locataires paient moins cher d'électricité sans augmentation de loyer? C'est un peu comme croire aux licornes, je pense. Pascal Derry, là-dessus. Ben, moi, j'y crois quand même, honnêtement. Je peux comprendre que les gens soient sceptiques, mais on commence vraiment à changer les mentalités. Il y en a des propriétaires qui n'ont pas les moyens, qui sont pas encouragés à le faire, puis qui cherchent justement ce genre d'incitatif. À mon avis, c'est bénéfique aussi pour eux. Là. Ils vont avoir quand même un building, un immeuble qui va prendre de la valeur, qui va avoir un certain confort. Il ne faut pas oublier non plus, les gens sont là depuis quand même un bon moment. Là. Il y a des zones et des quartiers qu'Hydro-Québec va cibler. Ouais. On va cibler essentiellement des immeubles qui ont une certaine précarité énergétique, qui performent moins bien en efficacité énergétique. Donc, je pense que ces propriétaires-là vont vouloir justement être capables d'aller là. Puis, il y a d'autres mesures. Là. Il n'y a pas juste des mesures de thermopompe. Ça, c'est une des mesures que nous finançons à travers Hydro-Québec. Mais Hydro, là, ils ont 10 milliards sur 10 ans là, qu'ils investissent pour la transition énergétique. C'est 1 milliard par année. Juste du côté résidentiel, pour vous montrer à quel point ça a fonctionné, on parle de 4 là, en un an des résidences où on a installé des thermopompes. Donc, ce sont des programmes qui fonctionnent très bien. C'est une culture aussi qu'il faut changer, ou une mentalité. On le fait dans le résidentiel, on le fait dans l'industriel, le commercial. Là, on va l'essayer avec les propriétaires de bâtiments. Faut se donner la chance, encore une fois. Je peux comprendre qu'on soit sceptique, mais je pense qu'il y a des propriétaires d'immeubles qui veulent absolument pouvoir investir et redonner cette valeur-là à leur immeuble. Donc, si je comprends bien, Pascal Derry, il y a une des conditions là, pour pouvoir être éligible au programme, c'est qu'il faut que la maison ou le logement soit construit avant quelle année? Il y a des critères, je pense que c'est avant, j'ai pas l'année de construction, je pense que c'est 1995, je pense, si je me trompe pas, mais tous les critères sont déclinés sur le site d'Hydro-Québec. OK. On va sur le site d'Hydro, donc. On va sur le site d'Hydro-Québec ou Logivert, c'est ça? Absolument. OK. Absolument. Ben, ça va être établi, il y a des critères selon les indicateurs de précarité. Okay. Parce que l'année de construction, bon, je pense que c'est 1995, la valeur foncière, mais vous allez voir sur le site, c'est publié, c'est vraiment Hydro qui pilote ces programmes-là. Le Logivert leur appartient. Dernière question avant de vous laisser aller, parce qu'on dit effectivement qu'une thermopompe génère jusqu'à 3 fois plus de chaleur qu'un système de chauffage traditionnel pour la même quantité d'énergie. Vous avez parlé de transition énergétique. C'est sûr qu'on a des grandes visées, 10 milliards et tout. Bon, bref. Est-ce que ça pourrait pas être... Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ma thermopompe, je dois changer. Quelle belle nouvelle. Mais non, je ne crois pas être éligible, mais ça pourrait être... Pourquoi c'est pas pour tout le monde, finalement? Ben, en fait, il y en a d'autres mesures, Isabelle. Ah oui? Cette bonification-là est uniquement pour les immeubles, mais dans le programme Logivert, puis ça aussi, c'est inscrit sur le site,
il y a évidemment des thermopompes pour le résidentiel. Donc, il y a encore des subventions. Je pense que ça peut aller jusqu'à 6 700 ou 7 000 pour des résidences, là, des condos, des unifamiliales, des plex. Il y a encore, cette mesure-là est encore en vigueur. Là, on fait juste bonifier. On ajoute une autre mesure pour aller cibler les immeubles locatifs. Mais vous allez pouvoir, si vous voulez la changer, vous allez voir si vous êtes éligible. Mais il y a beaucoup de gens encore dans le résidentiel qui ont accès à cette forme de subvention. En fait, on a plein. Merci. On a plein de questions parce qu'il y a Normand Martel. Je vais poser cette question. Normand vient de Saint-Hubert parce que je trouve qu'elle est vraiment. Moi, je me la pose depuis des années. Pourquoi on n'encourage pas plus l'installation de panneaux solaires? Normand demande à quand les subventions pour l'installation de tels panneaux? Pascal Derry, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Écoutez, c'est sûr que c'est des choses qu'on regarde. Là. On est quand même, il y a pas mal de projets privés en ce moment avec le solaire, puis ça va se développer au fur et à mesure. C'est vrai que je vous dirais, on n'accuse pas un certain retard, mais je vous dirais que c'est plus difficile avec le solaire. Mais on en a. Il y a des projets dans lesquels on n'est pas encore rendu aux subventions, mais il y a des projets dans lesquels on déploie du solaire. On fait évidemment les mêmes efforts pour l'éolien, mais ce sont toutes des sources d'énergie qu'on regarde, nous, actuellement, là, que ce soit l'éolien, que ce soit évidemment l'hydroélectricité avec Hydro, que ce soit les panneaux solaires. Mais oui, ce citoyen-là a raison, il faut en faire plus avec les panneaux solaires. C'est quand même très... le coût des panneaux solaires, évidemment, peut être aussi bénéfique. Mais c'est des avenues qu'on regarde. Mais Logivert peut soutenir les panneaux solaires aussi. Je pense qu'il faut regarder, il y a plusieurs programmes puis plusieurs volets. On va aller lire ça. Merci. Non pas seulement les thermopompes, mais l'isolation des toits puis tout le reste. Enfin bref, il y a plusieurs mesures dans ce programme-là qui sont bénéfiques pour les citoyens québécois. Merci beaucoup, Pascal Derry, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, Fonds Parc. On va passer tout de suite au porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Éric Sansouci est avec nous. Bonjour, Monsieur Sansouci. On a beaucoup de commentaires et Olivier... Laura. Vas-y donc avec Laura le commentaire de Laura. Ça va être comme une première question pour vous, Éric. Ouais. Elle dit, sérieusement, est-ce que quelqu'un croit que tout ce que le gouvernement touche, en fait, peut fonctionner? Parce qu'elle dit, ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un va me faire croire qu'il y a quelque chose qu'un jour là, va réellement fonctionner? Elle répète, non. Mais je crois que les propriétaires vont tout simplement refiler ça aux locataires, même si la ministre dit que ça peut bien aller, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes bien intentionnées. Elle n'y croit pas du tout. Et il y a Denis qui rajoute les seules personnes qui s'avantagent. Ça, c'est vrai que c'est un autre point de vue. Écoute, ce sont les installateurs et les vendeurs. Moi, je me suis dit, si j'avais une compagnie de thermopompe aujourd'hui, écoute, champagne, on célèbre. Éric Sansouci, est-ce que les propriétaires sont contents et voient d'un bon œil cette bonification du programme Logivert? Puis, est-ce que ça vous inciterait et vos membres à installer des belles thermopompes toutes neuves dans des logements locatifs qui ont besoin d'amour? Oui. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Propriétaires, locataires, Hydro-Québec, l'économie québécoise. Alors nous, on est très contents parce que le programme Logivert, on le connaissait déjà. Et c'était un pas dans la bonne direction pour l'installation de thermopompes là, au moment où est-ce que ça devenait nécessaire ou pertinent de le faire. Et là, on vient pratiquement doubler la somme subventionnée par appareil. Donc, nous, on avait identifié ça dans le dernier budget, 350 millions. Donc, aujourd'hui, on est content de voir que c'est par appareil que ça va s'appliquer. Mm-hmm. Donc là, on vient vraiment d'entrer dans une zone de faisabilité financière pour le propriétaire et clairement, ce que le locataire va avoir comme diminution au niveau de sa facture d'énergie, ben, ça va être plus important que l'augmentation qui va venir avec la partie non subventionnée. Tout le monde gagne. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que, comme ça va être une amélioration locative, forcément le propriétaire va mettre la facture dans ses dépenses annuelles et il y a une partie qui va être filée au locataire? Assurément, mais la grille de calcul des augmentations de loyer du tribunal administratif du logement a été simplifiée et prévoit l'obligation d'inscrire les subventions, les aides qu'on va avoir dans le calcul. Donc, supposons que ma thermopompe me coûte 3 000 $. Et j'ai un 1 000 $ d'électricité, ça me fait 4 000 $. Alors là, je reprends mon 3 000.
c'est à peu près un 2000 $ de crédit que je vais avoir de subvention. Donc là, il me reste un 2000 dans mon calcul. Et là, le gouvernement, il prévoit que je peux prendre 5% de ce 2000 $-là et l'appliquer. Donc là, c'est 100 $ que je divise par 12 mois. C'est à peu près 8 $ d'augmentation. Mais de l'autre côté, j'en ai au-dessus de 20 en moyenne par mois en diminution de facture d'Hydro-Québec. Mais on s'entend, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est clair que les propriétaires vont refiler la facture à leurs locataires. Ça marche comme ça. La partie qui n'est pas subventionnée. Oui, la partie pas subventionnée, bien sûr. Exact. La partie Alors, cette subvention-là, ça fait que ça fonctionne pour le propriétaire qui va voir son immeuble se moderniser, se valoriser. Puis également, ses logements devenir plus attractifs. Donc, l'avantage pour le propriétaire de mettre la main dans ses poches quand même, là, considérant que c'est le locataire qui se retrouve avec la diminution de la facture d'Hydro-Québec, c'est que ces logements vont être plus intéressants, vont être plus efficaces au niveau du chauffage, mais également, ils vont être climatisés. Donc ça va nous aider à louer nos logements. Puis, on le sait, les taux d'inoccupation sont en train d'augmenter. Il y a des propriétaires qui se demandent qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon logement plus intéressant, pour le louer plus facilement. Et ça va répondre, entre autres, à cette question-là qu'on se pose en ce moment. Ouais, ben il y a Sylvie de Laval qui dit, moi, je crois pas que les propriétaires en profiteront pas. Ça risque d'envoyer encore des gens dans la rue. Ce sont les bien nantis qui vont en profiter au détriment des pauvres qui peuvent plus se loger. Des gens qui se plaignent. Diane qui dit, les appareils, anyway, ils durent 3 ans. Moi, j'avoue, mais là, c'est pas de votre faute, Éric, sans souci. Vous êtes propriétaire. Peut-être, comme moi, vous avez des enjeux avec vos thermopompes, mais, tu sais, la qualité des thermopompes, c'est cheap? Oh malala. Puis rappelle le gars 1 an et demi après, là, quand la compagnie est toujours là, si elle n'a pas fermé, puis rappelle-le, il se déplace pas à moins que tu le payes. Le service à la clientèle, là, après-vente, dans le domaine des thermopompes, va falloir, là, il va y avoir un grand truc, là. Toutes les compagnies de thermopompes, va falloir qu'on parle à quelqu'un là-dessus, là. Va falloir fouiller ça, Florence, parce que et il y a des gens qui me le disent, là. J'ai payé pour 50% de la thermopompe, installation 1500, plus mon proprio me charge 10 $ par mois de plus sur mon loyer. Puis ça, c'est une locataire, de ce que je comprends, qui a payé la moitié de la thermopompe, la moitié de l'installation. Puis le propriétaire lui charge 10 $ de plus sur le loyer pour compenser le reste. Fait que vous voyez, là, il y a des gens qui se font dire, après, c'est sûr qu'on peut toujours aller s'ostiner devant le TAL, le tribunal administratif du logement, mais les locataires, on le sait, évitent de le faire, comme des propriétaires qui évitent aussi, là, mais parce qu'ils se disent, oh, regarde, je vais le payer le 10 $, là, je veux garder mon logement. Il y a ça aussi, Éric, sans souci, là. Beaucoup d'inquiétudes, en tout cas, parmi nos auditeurs. En ce sens-là, la nouvelle grille de calcul des augmentations de loyer est beaucoup plus simple et très transparente. Donc, ça va être très facile pour un locataire de dire, bon, ben, j'ai reçu mon augmentation, je comprends les coûts qui ont été engendrés pour la rénovation, mais je vois pas ici la rénovation, là, la subvention de Logivert. Donc, s'il y a quelque chose qui est pas correct, je veux dire, ça va être possible et assez simple de le vérifier. Puis à ce moment-là, je rappelle que le locataire peut refuser son augmentation de loyer. Et là, à ce moment-là, ben, on négocie avec le propriétaire. Et si le propriétaire n'est pas d'accord et il se dit, ben non, moi, ici, mes chiffres ils étaient corrects, ben, peut demander une fixation de loyer. C'est le tribunal qui décide de l'augmentation applicable. Donc, le système prévoit. Oui, les gens vont-ils y aller pour 10 $? C'est ça, là. Bon. Ben, écoutez, merci, Éric, sans souci. On va espérer que les propriétaires rénovent de façon énergétique leur logement et qu'ils évitent d'abuser. Ça, c'est toujours ce qu'on souhaite, bien sûr. Merci beaucoup, Éric, sans souci. Merci bien. Porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Ben, c'est ça. Beaucoup de commentaires, là. Il y avait Carole aussi, qui est propriétaire. Elle dit, moi, j'ai une thermopompe et je ne paierai pas pour mes appartements. Bonne journée. Tu vois, elle, c'est impossible qu'elle le fasse. Non, mais écoute, je pense qu'il y a... Peut-être qu'ils vont devoir le faire, mais... Il faut que tu aies l'argent aussi. Faut que tu le frontes, là. Faut que tu... Tu sais, on dit 3-4 000, mais ça peut être 8 000, ça peut être 10 000. Si t'as... Tu sais, c'est... Puis là, j'ai hâte de voir si le prix des thermopompes va augmenter. Oui, ça va être pertinent, ça. Il y a toute une... C'est souvent ça. Il y a Linda qui écrit « Mon 4,5 mal isolé, on gèle l'hiver, donc 2 chauffages d'appoint, 3 heures climatisés l'été, sans doute ceux qu'on met dans la vitre, là. Ça me coûte 105 d'hydro par mois. » Ouais, pour un 4,5. Ouais. Non, c'est beaucoup. Ouais. Bon, ben vous nous direz si vous trouvez que c'est une bonne idée. On va s'arrêter ici. Savez-vous que c'est la journée nationale, internationale, mondiale,
mondiale, n'est-ce pas, Florence? C'est la journée mondiale des abeilles. Et nous avons tout un spécialiste après la pause. Il y en a qui ont peur des abeilles, mais il faut pas en avoir peur parce que grâce à elles, nous pouvons manger plein de belles choses dans nos assiettes. Savez-vous que le tiers de ce qu'on mange, c'est pollinisé par ces insectes fabuleux qu'on connaît mal, mais qu'on va mieux connaître tout de suite après ceci. Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Est-ce que, Sébastien, tu nous as sorti un bruit d'abeille? J'ai oublié de te prévenir. C'est la journée. Voilà. Merci Olivier. Ça fait plaisir. J'adore ça. Fais donc ça encore. Journée. Journée. Tu sais comment qu'il est vite? C'est pareil. Ça, c'est une mouche ou c'est une abeille? On va demander à notre spécialiste, René Bougie. Merci. Apiculteur, copropriétaire de la mielerie King, distillerie, hydromiellerie, mielerie à Kings Falls, au centre du Québec, qui a fait le chemin dans la circulation. Et elle est incroyable aujourd'hui. Partez-moi pas là-dessus, je me porte seule d'ailleurs. Mais on a survécu. Oh mon Dieu. Merci. Vous avez d'ailleurs lancé le livre. On vous avait reçu pour Soif d'apiculture, le carnet gourmand de la mielerie King. Oui. René, merci d'être là. Êtes-vous capable de faire la différence entre une mouche et au son, là, et une abeille? Seulement au son. Et ça, c'était quoi, ça, d'après vous? Ça semblait quand même être une abeille. Remets-le tout ça, là. Olivier ou Sébastien? Allez-y. Faut pas les frapper. Faut pas les frapper. Mon Dieu, que je suis pas fine. Faut les laisser tranquilles. Faut les laisser tranquilles. C'était ça que je voulais dire. C'est une belle intro qui est comme ça. Hey, non, mais on s'est tellement préparé pour votre venue et vous-même, vous êtes préparé parce que si vous nous voyez sur Cube Télé, vous avez René a mis sa chemise abeille. Exact, dans la thématique, c'était important quand même. Là. Et moi, j'ai amené mon bouquet de lilas que j'ai volé ici dans le stationnement de Québécois. Qui sent très bon. Il sent vraiment bon. Puis je me suis dit, j'ai pris soin toutefois de ne pas amener une abeille avec moi parce que dans le studio, on m'a bien dit... Faut pas que tu rentres des abeilles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des abeilles. Ouais, mais en réalité, en plus, les abeilles, on s'entend, là, ça l'attaque vraiment juste en dernier recours. Là, parce qu'une abeille, contrairement, par exemple, à la guêpe, mais lorsqu'elle pique, souvent, elle va perdre son dard. Donc, elle va piquer une seule fois dans sa vie. Et elle meurt après? Elle meurt après, Et elle le sait? Oui, exact. Vraiment. Donc, on dit pas folle l'abeille. Donc, vous savez qu'on dit pas folle la guêpe? On devrait dire l'abeille. On devrait dire l'abeille. On devrait dire l'abeille pour le vrai. L'esprit de communauté qu'une abeille a, là, pour le vrai, là, c'est impressionnant. Là. On s'entend, là, nous, souvent, on va faire l'extraction du miel sans mettre nos grands habits d'apiculteurs, là, les grandes vareuses. Et vous leur faites confiance? Ben oui, en réalité, Elles vous piqueront pas. Non, tant qu'on les dérange pas, qu'on les laisse vaquer à leurs occupations, il n'y a aucun problème. Là. Même moi, mes enfants, souvent, ils m'accompagnent, puis on les habitue rapidement à pas taper sur les abeilles, à les laisser se promener. En réalité, là, si on les laisse aller, il n'y a pas de danger pour le vrai. Mais là. Elles viennent proches souvent. Là. Oui, exact. Mais tu sais, vraiment, souvent, c'est un réflexe de les tasser, de vouloir les taper. Mais en réalité, là, ils vont s'en aller, ils vont rapidement chercher une source de nourriture, puis ils vont pas nous déranger. Mis à part, par exemple, s'ils sont dans une situation stressante, ils ont été agressés, il y a une moufette qui est allée frotter dans la ruche, puis là, ils veulent se défendre. Là, on s'entend, là, ils ont vraiment une raison. Mais sinon, là, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de grand danger. Hein. Et René, est-ce qu'elle sent quelqu'un qui a une nervosité? Ah ouais, définitivement. Là, c'est vraiment une impressionnant. Anxiété d'abeille, là? Oui, on le sent. Là, comme si les gens sont stressés puis qu'ils arrivent aux ruches, là, les abeilles sentent vraiment ces choses-là. Vont-elles être enclines à nous piquer à ce moment-là si on est plus stressé? Souvent, oui, un petit peu plus, parce qu'ils vont sentir qu'il y a un danger. Ils sentent qu'il y a quelque chose, des phéromones qui sont pas habitués, parce que les abeilles, entre elles, mais communiquent beaucoup par des phéromones. C'est vraiment une des façons qu'ils vont reconnaître leur reine, parce que les différencier une reine d'un autre dans une ruche, c'est pas facile. Là, ils portent pas de T-shirt, donc il faut vraiment qu'ils utilisent l'ensemble de leur sens, puis l'odorat, les phéromones fait partie de ces éléments-là. Hein. Donc, expliquez-nous comment fonctionne une ruche, parce que c'est magnifique. Là, ce sont des grandes leçons pour nous humains. Tout le monde cohabite ensemble, mais il y a une leader qui est la reine. Et là, ce qu'on comprend, c'est que chaque reine d'abeille a une
odeur particulière. Oui, exact. Puis en plus, c'est ça parce que dans chaque ruche, tu sais, les grandes boîtes qu'on voit, là, des fois, vous voyez sur le bord du chemin, mais dans chacune de ces boîtes-là, il y a une seule reine. Donc, une seule qui va pondre des œufs. Puis les autres, il va y avoir des ouvrières qui, eux, vont vraiment être celles qui vont travailler à la ruche, aller récolter le miel. Puis il va y avoir les faux bourdons. Donc, les faux bourdons, c'est les mâles. Puis eux, leur rôle, ça va être vraiment seulement de se reproduire avec la reine pour la féconder. Bourdon, faux bourdon, même affaire? Pas tout à fait, parce que les bourdons, c'est vraiment comme les gros insectes trapus qu'on va voir dans nos jardins et tout ça, tandis qu'un faux bourdon, c'est vraiment une abeille mâle. Puis la seule différence entre une abeille mâle et une abeille femelle, c'est le fait qu'elle provient d'un œuf qui est non fécondé. Donc, un œuf non fécondé va donner un faux bourdon, une abeille mâle, tandis que dès que c'est fécondé, ils vont donner une femelle ou encore une reine. Puis, chose intéressante aussi à noter, là, la différence, mettons, entre une reine abeille puis les autres ouvrières. Oui, j'allais vous poser la question. Qui choisit la reine? En réalité, c'est la colonie. C'est ça qui est vraiment impressionnant parce que... C'est démocratique, une ruche? Presque. Okay. En réalité... Y a-tu des campagnes expliquez-moi ça. Dites-moi pas que la politique aussi s'est mise dans la ruche. En réalité, ça ressemble beaucoup plus à Game of Thrones, souvent, lorsqu'on regarde ça, là, parce que... C'est pas mieux, ça, Game of Thrones. Le plus important, c'est vraiment la première reine qui va survivre. Donc, tu sais, souvent, la façon que ça va fonctionner, c'est la nourriture que les abeilles vont recevoir. Au début, chaque abeille va recevoir de la gelée royale, mais ça va durer environ 2-3 jours. Mais la reine, elle, pendant tout son développement, qui va durer de 2 à 3 semaines, elle va être nourrie avec de la gelée royale par les nourricières, les abeilles nourricières. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va réussir à développer ses organes reproducteurs, qu'elle va être de 2 à 3 fois plus grosse que les autres abeilles. Fait que la seule différence, c'est son alimentation. C'est vraiment surprenant. Mais comment c'est elle et pas l'autre d'à côté? Mais en réalité, souvent, les ouvrières vont sélectionner les larves qui vont sembler être le plus propices à faire des bonnes reines. Puis après ça, souvent, quand ils vont en démarrer par eux autres mêmes, mais ils vont partir plusieurs reines en même temps. Donc, de là, le côté Game of Thrones, en fin de compte, parce que la première qui va naître puis qui va être assez forte va essayer d'aller éliminer les autres. Elle va les tuer? Elle va essayer de les tuer, exact. Mais là, les reines les autres ouvrières vont essayer de protéger la reine qu'ils vont avoir créée. Fait que des fois, il peut y avoir des affrontements. Puis là, même des fois, ça arrive que dans une ruche, il y a déjà une reine, mais que les ouvrières sont plus contents de la reine, puis ils vont essayer d'en créer une nouvelle. Exact. Puis là, la reine qui est en place va essayer d'aller détruire cette reine-là, mais les autres abeilles vont pouvoir se rebeller puis protéger la cellule royale. Et moi, là... On dirait qu'on décrit un documentaire comme, des années du Moyen-Âge. C'est incroyable. Puis c'est impressionnant parce que quand, par exemple, l'ancienne reine va voir qu'elle a plus de chance de survivre et tout ça dans la ruche, mais elle va partir avec la moitié des abeilles, avec la moitié de la colonie. On appelle ça l'essaimage. Puis c'est vraiment impressionnant. Moi, la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, là, on voyait vraiment comme un gros moton d'abeilles, un peu comme dans Winnie l'ourson, qui se déplaçait puis qui allait s'installer dans un arbre un peu plus loin pour essayer de se trouver une autre résidence. Franchement, là, c'est vraiment impressionnant. L'essaim déménage. Oui, exact. Ils entourent la reine pour la protéger, puis ils vont aller à un autre endroit. Fait que nous, après ça, il faut essayer d'aller la récupérer pour la mettre dans une autre boîte, mais les deux reines ne seront pas en mesure de coexister parce que sinon, ils vont finir par s'entretuer. Hein. Fait que, mon Dieu. C'est tout un monde quand même, le monde des abeilles. Hein. Mais complètement. On a plein de commentaires. Là. Veux-tu y aller? Ben oui, Claude de Rosemère, là, on parle qu'on peut en faire symbiose avec les abeilles. Hein. Il dit, moi, j'en ai dans mes fleurs et je les flatte. À quel point? Mais là, j'aimerais ça, par contre. C'est ça. Moi, je suis pas sûr. Claude, il flatte les abeilles. Mais Claude, sérieusement, vous flattez les abeilles? Ça se peut, Isabelle. C'est très drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Arrêtez donc. OK, mais après la pause. Parfait. OK, puis Claude, sérieux, appelez-moi. 1-877-827-2346. Moi, je veux parler aux flatteurs d'abeilles. Claude, je vous interpelle. À tout de suite. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Mon invité, René Bougie, apiculteur, copropriétaire de la Mielerie King. C'est une affaire de famille, cette distillerie. Il me racontait 10 000 visiteurs chaque année qui se rendent au centre du Québec, à Kings-des-Falls, pour aller voir votre hydromellerie et toutes vos installations. Vous avez vous avez combien de ruches là-bas? Nous, on a 115 ruches. Wow. Maintenant, on fait 8 hydromels en bouteille. On fait plusieurs spiritueux. Franchement, là, on s'amuse vraiment à mettre en valeur le miel de par chez nous. Ah, mais vous êtes tellement... Les gens nous disent, là, Diane dit, je l'écoute, votre invité, j'ai la bouche ouverte. Ben oui, puis un autre dit, wow,
J'adore comment votre spécialiste fait le lien entre la miellerie King et faire un parallèle avec Game of Thrones et les abeilles. C'est fascinant. Enfin, un bon vulgarisateur. Je dirais quand même à Diane qui a la bouche ouverte, attention, s'il y a une abeille, fermez votre bouche. Et tout le monde trouve ça bien intéressant. Claude nous a écrit qu'il flatte les abeilles. Il n'ose pas nous rappeler. On est en train de vous rappeler, Claude. Est-il au bout du fil? Et Maître en train d'essayer d'appeler Claude. Est-ce que ça se peut flatter des abeilles? Mais tout à fait. René, oui, vous avez déjà fait ça? Mais pas moi personnellement, mais mon garçon, la première fois que je l'ai apporté aux ruches, c'était très drôle parce que c'est ça, il y avait 4 ans environ, puis j'avais mis, c'est ça, tout le saut, puis là, il s'est mis devant la ruche, puis là, vraiment, les abeilles se sont comme toutes agglomérées proche de l'entrée parce qu'ils bloquaient l'entrée, puis là, c'était vraiment très drôle parce qu'elle était comme, regarde papa, je flatte les abeilles, t'as-tu vu comme ils sont gentils avec moi? On s'entend, il y avait tous les gants. Oui, tout à fait. C'était vraiment très drôle. Comme c'est le fun de voir le regard. pas ça à la maison quand même. Non, exact. Voilà, on est des professionnels quand même. Oui, voilà, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui confondent abeilles et guêpes. Ouais. Et il y a quand même des différences notables. Oui, tout à fait. Là, mettons, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de sortes d'abeilles, beaucoup de sortes de guêpes, mais mettons, les différences principales, mettons, souvent, on a les bourdons, par exemple. Eux autres, c'est vraiment les gros touffus avec vraiment plein de poils. Après ça, on a les abeilles qui sont un peu plus petites, puis qu'ils sont vraiment plus poilus, puis souvent, sur leurs pattes, ils vont accrocher le pollen, en fin de compte. Tandis que les guêpes sont vraiment souvent plus élancés. Ils vont avoir, eux, ils n'auront pas de poils sur le dos, puis ils vont avoir des rayures vraiment plus jaune flash avec le noir. Puis en plus, on s'entend, les guêpes sont beaucoup plus territoriales. Quand on rentre dans leur territoire, là, ils vont vraiment vouloir venir nous manger. Est-ce que ça a une utilité à part nous faire la vie difficile l'été, les guêpes? Malheureusement, oui. Parce que, ça en a une. Oui, tant mieux si ça en a une au moins. Ils font partie des pollinisateurs qui sont importants quand même pour nos écosystèmes. On parle de nos abeilles mellifères qui sont importantes. Les guêpes, les bourdons. On a des abeilles solitaires au Québec également. Plusieurs types de papillons, les oiseaux. Franchement, il y a plein de pollinisateurs qui sont vraiment essentiels à l'ensemble de nos écosystèmes. Oui, on salue Claude qui est sur la route. Il dit, je peux pas vous appeler, mais c'est vrai. Et là, on vous croit, Claude. Merci de nous écouter. Évidemment, ce qu'il faut dire aussi, René, c'est qu'il y a quand même une inquiétude. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'abeille, puis on trouvait que c'était une belle occasion pour parler du rôle fabuleux de ces pollinisatrices. Oui. Vous étiez déjà venu nous dire à quel point c'est délicat parce que vous avez vécu l'année dernière, vous avez perdu la moitié de votre colonie. Oui. Comment c'est là, cette année? Là? Cette année, on va toucher du bois. Là, c'était un petit peu exact. Là, ça a été un petit peu mieux. On a eu environ 20% de pertes cette année. Puis où ça s'est vraiment compliqué, c'était, on dirait que la saison décollait pas cette année là, parce que on a réussi à passer l'hiver, mais lorsque les abeilles se sont mis à sortir à l'extérieur, qu'ils voulaient avoir de la nourriture, mais là, les fleurs sortaient pas. Il y avait presque pas de pollen. Fait que c'était vraiment un enjeu parce qu'on a dû, à certains moments, même les nourrir en attendant que la nourriture arrive. Là. Vous les nourrissez avec quoi? Pour l'instant, nous, on fait un mélange d'eau et de sucre, en fin de compte. Pas pour votre hydromel? Non, exact. Là, exact. Parce qu'après ça serait spécial, le miel qu'on ramasserait, je pense. Là. Il y a même une place en France qu'il y a déjà des abeilles qui sont allées sur des tas de M&M qui étaient à l'extérieur, puis ils sont mis à rapporter à la ruche ce sucre-là. Fait qu'il y avait du miel qui était bleu, qui était vert. Les M&M, les petits bonbons? Oui, les petits bonbons, exact. Oui, c'est fou pour le vrai. C'est incroyable. Fait qu'en réalité, les abeilles vont essayer de se procurer le sucre dans leur environnement, puis on s'entend que nous, on préfère qu'ils ramassent la flore autour de chez nous, qui fait en sorte qu'on a un caractère qui est vraiment propre, qui met notre terroir en valeur. Et pourquoi meurt-elle? En réalité, c'est vraiment multifactoriel parce qu'on s'entend, si j'avais la solution, ça ferait longtemps que je l'aurais appliquée, là, mais une des causes principales, surtout depuis les années 90, c'est le varroa. C'est un genre de petit parasite, un acarien qui se colle sur le dos des abeilles, puis c'est un genre de vampire, en fin de compte. Il va sucer le sang des abeilles, puis il va les rendre vraiment plus faibles, puis ils vont avoir de la misère à passer la saison hivernale. Mais après ça, on a tous les pesticides, les herbicides, les changements climatiques. On s'entend, là, c'est vraiment pas facile, en fin de compte, lorsqu'on a à travailler avec du vivant. Hein. Moi, j'ai une petite question. Je voyais un peu dans nos notes. Là, je voyais qu'une abeille peut voler dans un rayon de 3 à 5 km autour de sa ruche et quand même s'y retrouver, communiquer et revenir. C'est-à-dire, moi, je mets mon GPS pour aller au dépanneur. Là, vous comprenez? Donc, ils sont vraiment brillants. Oui, vraiment. À quel point ils sont comme en avant sur ça. Puis la chose qui est fou, en plus, ils sont capables de s'orienter en regardant le soleil. Après ça, lorsqu'ils viennent à la ruche, peut-être que vous avez déjà vu ça passer, mais ils effectuent des danses pour être en mesure de dire aux autres abeilles, « Hey, j'ai vu une tale de telle sorte de fleurs à tant de kilomètres en s'orientant sur l'angle par rapport au soleil. Hein. Vous êtes fabuleux. Faudrait faire une émission complète avec vous, René Bougie. Je rappelle, Miellerie
King Distillery, Hydromellerie à Kings et Falls. Allez au centre du Québec, c'est une belle région. Il y a plein de beaux produits à boire et aussi vous faites plein de miel, toutes sortes de miel avec toutes sortes d'abeilles. Ça vaut la peine de venir nous rencontrer. En plus, à partir du 23 jusqu'au 31 mai, c'est la semaine des vins et spiritueux de miel. Là. Fait plein de choses à découvrir. Hein. Merci René, merci Olivier, merci Florence, merci tout le monde. À demain.